Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Entourloupe dans l'Azimut, épisode 5 déjà, épisode du mois de décembre de Noël, l'esprit de Noël est parmi nous. Comme d'habitude, je suis avec mon compère, co-créateur de ce podcast, Stéphane. Comment ça va ? Bonjour Antoine, ça va très bien. Ouais. C'est... La patate ? Oui, on fait comme on peut. Ouais. Oui. Ah ouais, donc ouais, c'est la grosse forme quoi. Ouais, non, mais... Pourtant on parle de jeux vidéo pour la première fois ce mois-ci, Stéphane. T'as raison, solide sur les appuis. On parle de jeux vidéo et pas de n'importe quel jeu, on va parler de Journey aujourd'hui. C'était pas Bloodborne, non ? Ah non, je suis navré de te décevoir. En fait, on a dit que c'était Bloodborne pour que tu puisses venir, mais voilà, on t'a fait un sale coup avec notre invité du jour. Invité du jour d'ailleurs, qui va se présenter. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Max Chabat. Je suis auteur sur notamment Burger Quiz et plus récemment le Late Show, qui sera sorti. Ah oui. Au moment, du coup, ce n'est pas un c'est scoop. C'est un scoop de futur de l'antérieur. Qui sera sorti au moment de la diffusion de cet épisode. Et récemment, streamer, bien sûr. Mais bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler. Bien sûr, sous le nom de Barton Stream. Et c'est un plaisir d'être avec vous, messieurs. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de l'Entourloupe. Bien sûr. Pour un jeu qui t'est cher, Journey, on en reparlera tout à fait. Tout à l'heure. Comment se décline un épisode d'Entourloupe dans l'Azimut ? Parce que voilà, on donne l'impression comme ça que c'est pas construit. Au contraire, attention, c'est très préparé, un travail. Oui. Un conducteur, ma foi, mais d'une précision, d'une précision terrible. Non, en fait, un épisode d'Entourloupe, ça se déroule toujours de la même manière. On a, dans un premier temps, des recommandations, une discussion un peu générale, voilà, pour histoire de briser un peu la glace. Avant d'attaquer le thème principal, on vous l'a déjà précisé, qui sera ce mois-ci Journey, ce formidable jeu vidéo, avant de passer au redoutable Back Ridley Scott pour conclure l'épisode. On tenait également en introduction à vous remercier et à remercier les copains pour tous les partages, les gentils messages, les retours positifs comme négatifs qui nous permettent de nous améliorer et qui nous donnent vraiment la foi, le feu sacré pour continuer. Parce que voilà, ces dernières semaines, les écoutes se sont amplifiées. Et ma foi, ça fait très chaud au cœur. Mille merci à toutes et à tous. Voilà, parce qu'on précise que c'est seulement le deuxième enregistrement qu'on fait depuis que nous sommes publics. Donc voilà, toute cet aspect, notre aspect ouvert sur le monde, sur la toile, sur les réseaux, tout ça, est quelque chose d'encore relativement frais. Complètement. Donc voilà, donc un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés. Vous êtes des idoles, quoi. Exactement. Messieurs, qu'est-ce que vous avez vu ? À quoi vous avez joué récemment ? Alors, Max, j'ai envie de me tourner vers toi. Bien parce sûr. que toi, c'est pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment un film. Et non. De quoi tu vas nous parler ? Donc ma recommandation du jour, c'est de ne pas boire la veille d'un podcast, bien sûr. Cette recommandation très importante. Hein. J'ai actuellement une migraine et c'est un plaisir quand même. La vraie franchement, ça ne s'entend pas. Non, en vrai, là, c'est le Doliprane mix. C'était quoi ? Tu m'as fait un cocktail extraordinaire. C'est un cocktail Doliprane, Nurofen, café sucré. Là, c'est en train d'agir là. Là, c'est ma vision s'éclaircit. Un peu solennel à ta voix et posé. Tout à fait. Ouais, c'était prévu. Je voulais avoir une belle voix, donc je me suis bien sûr torché la gueule. Pour ça, non, pas du tout. Avec modération, s'il vous plaît. Donc non, ma vraie recommandation, je voulais parler de Petscop, qui est assez difficile à présenter. Donc qui peut se trouver sur YouTube, donc sous le nom de Petscop. Je vais l'épeler quand même pour les téléspectateurs. Les téléspectateurs. La déformation professionnelle. Ça c'est terrible. Pas encore, un jour peut-être. Un jour peut-être. Donc c'est P-E-T-S-C-O-P. Et donc c'est... Je vais essayer de pas trop en dire non plus pour pas gâcher tout le plaisir, mais d'essayer de quand même vous le vendre. En fait, c'est un let's play, comme on appelle ça. Donc un let's play... Dans le jeu vidéo, c'est quand on regarde quelqu'un faire un jeu de A à Z sur Internet, depuis son point de vue. Mais c'est un faux let's play. En fait, c'est un let's play totalement fictionnel, avec un jeu qui n'existe pas. Et c'est une sorte de
Tu penses que j'ai spoilé? Je me demandais justement. Bah non, mais en fait, je peux pas ne pas dire ça pour le vendre, il me semble, et je trouve que c'est pas si grave. Ouais. Dans le sens où l'œuvre fictionnelle est assez forte pour quand même être... Moi, en tout cas, la première fois que je l'ai vu, je savais déjà que tout était faux. Ouais. Alors que sur tes recommandations, moi j'étais allé voir et justement il y a eu un doute. Alors on va couper ce moment bien sûr où je dévoile que... non, pas du tout, mais enfin c'est vrai que d'ailleurs lui ça fait partie un peu je crois du début de la narration où il dit j'ai trouvé ce jeu quoi. C'est un peu ce truc un peu à la Jumanji quoi. J'ai trouvé c'est ça exactement ça au fond de mon garage quoi. Exactement, c'est une sorte de... Non, bien sûr, c'est une sorte de creepypasta, comme on appelle ça. Donc, c'est les histoires un peu étranges d'Internet. C'est vraiment un style qui est né sur Internet, quoi. Et ça, là, est particulièrement impressionnante. Et il a vraiment tout fait tout seul. Et moi, je trouve que c'est une œuvre c'est vraiment l'année où je l'ai vue, ça m'a beaucoup plus bouleversé que n'importe quel jeu ou n'importe quel film. C'est long à suivre et on pourrait en parler 1000 ans, mais je vais essayer de pas faire trop long et de juste vous donner l'eau à la bouche. Mais c'est une sorte de fiction horrifique en fait, d'un jeu très étrange et ça c'est sûr. Ouais. Et avec vraiment, il y a un truc même lynchéen là-dedans. Qui est vraiment, et c'est super impressionnant. Je trouve que voilà, à chaque fois que je peux parler de ce truc, je le fais parce que ça m'a vraiment bouleversé au moment où je l'ai découvert. C'est sur YouTube? Donc c'est uniquement sur YouTube sous le nom de Petscope. Il faut aller sur la chaîne officielle parce que quand vous allez taper Petscope sur YouTube, ils vont vous sortir 6 millions d'analyses de Petscope qu'il ne faut évidemment pas regarder avant d'avoir regardé le vrai Petscope. Mais après, c'est ce genre d'œuvre qui laisse grande place à l'interprétation et donc évidemment ça a favorisé beaucoup de théoriciens pour essayer de comprendre ce labyrinthe étrange quoi. Si vous voulez peut-être vous introduire au truc, il y a une très bonne vidéo de Feldup sur la question en français qui fait ça très bien, donc après avoir vu Petscope bien sûr vous pourrez regarder des analyses et c'est un plaisir en second temps extraordinaire aussi. Est-ce qu'il a divisé en plusieurs parties? C'est long ou est-ce que c'est tout d'un trait? Alors, c'est assez long, en fait. Ce qui est fou avec cette œuvre-là, c'est que il sortait les épisodes à des dates précises qui correspondent également, enfin, qui participent à sa narration, en fait. C'est-à-dire que il a vraiment utilisé l'outil de YouTube comme vraiment des outils narratifs en plus. Donc, les dates importent. À quelle heure il les poste les vidéos, pourquoi il les postait, et tout ça participe à l'histoire. Donc quand on suit Petscope, si on veut vraiment bien suivre, il faut aussi regarder les descriptions des vidéos, il faut regarder la date à laquelle elle est sortie. Une fois qu'on rentre vraiment dans c'est un truc où plus tu creuses, plus il y a de choses à découvrir, et c'est vraiment très profond. Du coup, j'imagine qu'après la première vidéo, les gens ont cherché le jeu et ne le trouvaient pas du coup. Oui, non mais très vite, de toute façon, les gens ont compris devant quoi ils étaient. Et c'est pas grave en fait. C'est tellement bien qu'on a presque après ça a une saveur différente comme Blair Witch Project, j'imagine à l'époque, si tu penses vraiment que c'est du fan footage. Mais bon, maintenant on peut quand même en parler et l'apprécier en sachant que tout était bien sûr mis en scène et tout ça. Et donc là c'est un peu le cas aussi. Et non, sur la longueur c'est assez long. Je pense qu'il y a il me semble qu'il y a 25 épisodes. Il y a une bonne vingtaine d'épisodes, ouais. Donc ça doit... Après, les durées sont très variables. Des fois, ça dure 1 minute, des fois, ça dure 40. Donc, je pense qu'en tout, ça doit être un bon 10 heures de fiction, quoi. Et est-ce qu'on sait qui est derrière ce mystérieux projet? Maintenant, on le sait. D'accord. Mais ça a mis des années à sortir. En fait, le mec s'est très, très bien caché. Très bien. Et les mecs ont fini par le trouver. Après, on ne sait pas grand-chose sur lui non plus. Est-ce qu'on sait s'il a, par exemple, refait quelque chose ou On sait qu'il a fait des choses avant. Donc, en fait, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont trouvé ce mec. Parce qu'ils ont retrouvé des sprites, tu sais, c'est les designs dans les jeux, quoi. Dans d'autres jeux, et ils ont fait « Ah, mais donc ça doit être lui qui faisait ça ». Et il a fini par le confirmer officiellement. Et donc, on sait qu'il s'appelle Tony, et c'est tout ce qu'on sait sur lui. Et, on peut le suivre sur Twitter, c'est absolument tout ce qu'on peut faire. Et il est sur un autre projet, voilà. Mais on ne sait pas quoi. Parce que je me dis, un gars comme ça, parce que là, tout ça, on parle de vidéos donc postées sur YouTube, sans interaction à part les commentaires, etc. que tu peux avoir. Je me dis, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de ta chaîne Twitch.
un gars comme ça sur Twitch, mais je pense qu'il peut casser Internet. Alors, et je conclurai là-dessus pour pas être trop long, mais c'est ce qu'il a dit, en fait, le moment où il a dévoilé qui il était. Il a donné quelques infos, dont une que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est de dire, lui, il voulait faire ça sur Twitch à la base. Il voulait le faire en direct devant les viewers et tout. Et il dit il a pas eu le courage, quoi. Il a dit, comme c'est une œuvre très maîtrisée, il faut qu'il n'y ait rien laissé au hasard parce que tout est symbolique, tout a un sens, tout recoupe avec autre chose. Et il avait peur de le faire en live et de fauter sur un truc et que ça nique toute son histoire, quoi. Mais il dit la vraie révolution, parce que tout le monde l'a vraiment félicité pour ce truc en mode non mais là t'as créé vraiment quelque chose de nouveau. Et il dit non, le jour où quelqu'un fera ça sur Twitch, là il y aura une avancée, quoi. Donc c'était ça son désir de base. Mais ça ouvre des possibles, quoi. Ouais, complètement. Ah, et c'est vraiment, enfin voilà, moi toutes les nouvelles manières de raconter des histoires, c'est vraiment et c'est pas assez exploité encore, alors qu'il y a un boulevard sur Internet. Quel professionnel, parce que c'est directement lié à notre thématique du jour. Ah là là, bravo. Stéphane, de ton côté, tu nous parles de quoi ce mois-ci ? Eh bien, écoutez, vu qu'on a quand même pas mal parlé dans les derniers épisodes de bagarre, avec un peu de tendresse, rappelons-le, mais on était quand même... bagarre et tendresse, on rappelle, c'est la ligne éditoriale d'Entourloupe dans l'Azimut. Ça bourrait pas mal. Là, aujourd'hui, on va lire un peu. Ça suffit. Ah bon ? Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps et que je trouve absolument passionnant, qui s'appelle « La voix des ancêtres » de l'auteur américain qui s'appelle Doug Bock Clark. La voix, pas la voix, la voix... La voix, le chemin. La voix, le chemin. La voix, le chemin. Absolument, dont le titre original est, je trouve, beaucoup plus parlant, qui s'appelle The Last Whalers, donc les derniers baleiniers. Donc en fait, ça parle... c'est un témoignage de ce journaliste. C'est un journaliste. Il est notamment à l'origine d'un documentaire sur les deux assassines de Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un qui a été assassiné il y a quelques années. Okay. Bref, je peux m'étaler là-dessus, mais il se trouve qu'il a beaucoup enquêté sur ce sujet-là. Donc la voix des ancêtres, les derniers baleiniers, ça parle, il a lui vécu, il a passé 3 ans dans une tribu en Indonésie, dans un village qui s'appelle Lamalera, et qui s'avère être parmi les derniers chasseurs de baleines traditionnels dans le monde. Okay. Ceux qui me connaissent un peu ne sont pas sans savoir que j'ai une fascination énorme pour ces animaux-là, et notamment en fait l'histoire de l'homme face aux baleines, face aux cachalots. Et donc les Lamalériens sont parmi aussi les derniers chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Ils vivent depuis des siècles, la culture de leur village est basée sur la chasse aux baleines, aux cachalots plus précisément. Et voilà, en gros, ils le chassent de manière traditionnelle avec des bateaux en bois sans moteur pour le moment. Et la pièce est partagée entre tous les membres de la tribu. Ils vivent du troc pour avoir d'autres ressources avec les tribus d'à côté, etc. etc. Il dresse le portrait, cet auteur, de 3, 4, 5 personnages différents qu'on suit au fil des années. Il y a un jeune harponneur qui rêve un peu d'horizons meilleurs. Ils rêvent tous d'aller bosser à Bali parce que c'est un peu la porte sur l'Occident là-bas. C'est juste à côté, c'est à 3000 ou 4000 km de là où ils sont. Il y a un vieux chaman, c'est-à-dire une espèce de garant de leur tradition qui essaie de maintenir les traditions pour que tout marche bien. Il y a un personnage un peu plus vieux qui essaye de former son petit-fils pour qu'il soit un harponneur, parce que les harponneurs là-bas ont un peu une place de choix respectée, ils ont une plus grande part de la bête. Il y a plein de scènes de passage qui sont extrêmement intéressants, notamment l'espèce d'effervescence qui s'empare du village lorsqu'ils crient, ils ont un cri ils disent baléo, baléo quand une baleine se montrait au large, donc ils mettent tous leur bateau à la mer, ils rament et ils partent en chasse, et ça peut durer des heures, voire des jours, des fois ça se passe mal. Il y a le long duel entre ces gens-là et la bête, enfin voilà, vu qu'on ne tue pas de cette manière-là, on ne tue pas une baleine d'un seul coup, ouais. Ça, il faut l'affaiblir, ça dure des heures, enfin bref, c'est un véritable bras de fer. Et puis ensuite, il y a les scènes d'effervescence sur la plage, lorsque tout le village vient débiter la bête. C'est un portrait extrêmement intéressant. Eux, en plus, ils ont un espèce de lien mystique
avec les baleines. Toutes leurs croyances sont basées là-dessus. Là, bon, le titre français fait référence à ça. Ils croient aux ancêtres. Il faut respecter la voix des ancêtres, mais ils sont complètement animistes. Il y a des chamans, ils ont des traditions. Leurs bateaux ont une âme, selon eux. Okay. Il est assemblé d'une certaine manière, enfin voilà, selon un savoir-faire. Et à côté de ça, moi c'est ça, enfin, c'est un genre de truc d'histoire qui me fascine. Ils sont également chrétiens. Ils ont été, comme beaucoup de coins sur Terre, il y a eu des missionnaires il y a quelques temps, et en gros il y a un mélange de tradition chrétienne et de leur croyances traditionnelles. Pourquoi je vous parle de ce bouquin ? Je me suis un peu étalé. J'ai trouvé que c'était un voyage extrêmement intéressant, parce que bien sûr on suit l'une de ces rares communautés qui vivait de la manière dont on pouvait vivre, dont vit l'homme depuis toujours en gros, et ils sont face bien sûr au monde moderne. Parce que bon, bien sûr, enfin, tu sais, tout de suite, aujourd'hui tu parles de chasse à la baleine, bien sûr c'est une question épineuse. Après, eux, bien sûr, je crois qu'on donne les chiffres, ils ne tuent que 20 bêtes par an, ce qui est absolument... 20, ok. Ce qui, je comparais, je crois, à des pêches industrielles comme la Norvège et le Japon, qui, elles, ça s'élève en plusieurs centaines, quoi. Donc, bien sûr, et eux en vivent de cette manière-là depuis des siècles, et ça leur permet de subvenir à leurs besoins à eux et à faire du troc avec les villages d'à côté, comme je l'ai dit plus tôt. Et en fait, bien sûr, ils seront rattrapés par le monde moderne, parce que bien sûr, t'en as un ou deux dans le village, qui sont un peu malins, qui se disent, mais si on équipait des moteurs sur les bateaux, tu vois, mais si je montais un petit business quand même, c'est intéressant, parce qu'ils pêchent pas que des baleines, ils pêchent aussi plein d'autres de poissons, raies, etc. Ils se disent, mais ce poisson-là, il est très prisé, il est très cher en Occident, donc on pourrait peut-être faire un petit truc, tu vois. Et petit à petit, bien sûr, ils se font rattraper par tout ça. Et d'un autre côté, en opposition, tu as les plus anciens de la tribu, les garants de ces traditions, qui sont en opposition, donc ils font des conseils sur la plage, ça s'appelle un espèce de conseil où tout le monde se dresse et ils disent chaque année, non, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Finalement, les vieux disent ok pour les bateaux à moteur, mais juste pour sortir du village. Après, on le chasse mano à mano, la bestiole. Et plein d'autres histoires, etc. Bien sûr, il y a les touristes qui entendent parler d'eux, donc ils viennent un peu. Donc tu as le jeune harponneur, il sort son maillot du Real Madrid parce que c'est son moment, quoi, un peu, voilà. Ne t'endrai pas sur le choix de l'équipe, hein, qu'est-ce que tu veux. Oui, mais voilà, mets-toi dans la place c'était obligé, contractuellement. Je sais, mais mets-toi dans la place d'un pêcheur indonésien qui vit à 20 000 km d'ici. Que représente pour lui le Real Madrid. Bref, c'est extrêmement intéressant et touchant, et à la fois, bien sûr, c'est un sujet qui évoque des trucs plus graves, parce que justement, comme je l'ai dit, la question de la modernité, l'auteur montre en fait que moderniser, bien sûr, c'est très très bien, mais ça a abandonné quelque chose au passage. Il parle notamment des langues, parce qu'eux parlent un dialecte spécifique qui n'est pas parlé dans le village à 15 km d'à côté, qui est lui plutôt de confession musulmane, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une autre culture, parce que l'Indonésie est en majorité musulmane. Il montre que la modernité, en fait, c'est pas un processus qui est réfléchi. C'est une série de bonds en avant qui fait que ça crée des fois une société bancale, bien sûr, qui profite plus à d'autres, etc. Enfin voilà, il va. Sur les langues, tu m'avais donné des chiffres, je crois. Il donne. Absolument. Il donne des chiffres assez flippants. Assez flippants. Il précise, parce qu'il met en corrélation avec plein d'études scientifiques, mais qu'en 2016, il ne restait plus que, déjà comparé à il y a quelques siècles, plus que 7100 langues, soit à peu près 7% de la diversité linguistique totale qu'a connue notre planète. Et selon certains spécialistes, à l'horizon de 2100, quelques 90% des langues qu'on connaît aujourd'hui seront éteintes, et on parlera majoritairement anglais, espagnol ou mandarin. Très bien. Voilà. Donc, bien évidemment, il parle aussi d'autres études où ces sociétés de chasseurs-cueilleurs sont ceux qui sont le plus, en gros, heureux, épanouis, parce que dans leur travail, qui est tout simplement pour subvenir à leurs besoins, ils y trouvent une certaine forme d'épanouissement. Il a même calculé qu'en moyenne, ils travaillent que 20 heures par semaine. Après, ça dépend des périodes, parce que des fois, ils bossent non-stop s'ils vont, voilà, comparé à nous qui bossons 40 heures minimum. Bref, il fait toute une réflexion là-dessus, que bien sûr, ces gens-là ne vont pour rien au monde renoncer à la modernité, parce que bien sûr, ils ont des meilleures conditions de santé, la mortalité infantile qui baisse, bref, plein d'avantages, mais voilà, en fait, il dresse juste un portrait d'une de ces dernières sociétés qui sont en train de disparaître, et bien sûr, on se questionne sur
ok, on devient une société plus uniformisée, mais on perd beaucoup de notre diversité tout simplement et de nos liens, d'autres liens avec avant. Et voilà, il préconise du coup est-ce que ce serait pas mal que nous, occidentaux, on se fasse des conseils sur la plage. C'est-à-dire, on se réunit, on s'hydrate, on s'assoit 2 secondes, on se dit, mais est-ce que ça, c'est peut-être une bonne chose au final voilà quoi. Parce que bon, quand on invente des trucs, comme je l'ai dit, la modernité n'est pas un processus réfléchi. Bref, c'était du coup ma recommandation, La Voix des ancêtres de Doug Bob Clark, The Last Whalers en anglais, aux éditions du Sous-sol en France. Et voilà, c'est vraiment un voyage que je recommande, quoi. Ben merci c'est vrai, ça donne envie. Hein. Ouais, carrément. Et c'est marrant, donc tu as une obsession pour les baleines. Parce que non mais attends, oui. parce que ça va quelque part. Parce que oui, c'est ça. Je me fais ma propre transition. Non, parce que moi aussi un peu en fait. C'est vrai. Enfin, mais pas consciente, disons qu'elles sont dans mes rêves depuis très très longtemps. Ok, bon, on va faire une autre émission alors en fait. Parce que et alors j'ai appris parce que du coup en ce moment je stream Outer Wilds. Oui. Et en fait j'ai pareil, moi mes rêves qui sont en général aussi un peu des cauchemars fascinants, c'est des baleines et des planètes. Et en fait j'ai appris le terme, donc c'est mégalophobe. Je suis mégalophobe, ça veut dire j'ai la peur des choses immenses. Mais c'est aussi une fascination, c'est-à-dire c'est toujours des rêves agréables à avoir, mais terrifiants, quoi. Et des planètes, donc c'est beaucoup de baleines dans l'espace, des trucs comme ça. Moi, c'est l'animal en général que je suis fasciné par. On est tous fascinés, je pense, par les grosses bêtes, quoi. J'ai eu la chance d'en voir à différents voyages et c'était des visions qui m'ont absolument bouleversé parce que c'est un animal qui est gigantesque mais qui est à la fois extrêmement paisible. Tu comprends que ça a été chassé pendant des siècles parce que c'est pas du tout agressif. Enfin, les cachalots peuvent l'être, mais bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On n'est pas un podcast de biologie animale, comportement animal. Mais c'est un animal qui est fascinant et bien qui est beau, qui est gracieux, mais bien sûr que ce serait absolument, ça me terrifierait de me retrouver face à ça dans l'eau. Mon Dieu. De toute façon, de manière générale, comme tout avec les fonds marins, c'est un monde qui est absolument fascinant, angoissant, inconnu. Mais moi, voilà, j'adore les histoires maritimes. J'adore, vraiment, c'est passionnant. J'ai dévoré Jack London et compagnie. Les histoires autour de la mer au cinéma, que si tu veux, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Mais je suis terrifié par la mer. J'ai le mal de mer, d'ailleurs. Voilà, enfin, c'est des trucs qui... Donc, bah, écoute, on va créer une congrégation de mégalophobes. Donc, nous ouvrons notre podcast. Tremble, Thalassa, ils arrivent. Voilà. Bon, les gars, oui, pardon, vous m'aidez pas trop pour la transition avec mon sujet. Alors, moi, je vois un lien quand même. C'est parce que, une fois n'est pas coutume, on en parle jamais dans cette émission, mais on va parler un petit peu de James Bond. De James qui c'est un personnage de fiction, mais qui mérite d'être recommandé et d'être trop soutenu. Trop méconnu, malheureusement. Jean Bomb. Et on n'a pas fait un épisode dessus déjà. Ça m'étonnerait, on n'aime pas trop. Bon, moi, écoute. Mais il se trouve que parmi tes James Bond préférés, il y a souvent des James Bond qui se passent qui ont un lien avec la mer. Et James Bond a un lien très fort avec la mer. Bref, un hors-série encore à creuser. Mais oui, là, c'est sans transition pour le coup. On a inventé une petite transition vers ma recommandation. Oui, bah, on vous parle à chaque fois de James Bond. Ça devient peut-être usant pour ceux qui n'aiment pas cette saga. Mais promis, je vais essayer de trouver un autre. T'as réussi à le caler dans un épisode sur un jeu vidéo contemplatif. Bravo. C'est vrai. Bravo. Et encore, c'est parce que GoldenEye, à l'heure où on l'enregistre, n'est pas encore ressorti. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais GoldenEye 64 va ressortir en remasterisé. Incroyable. Donc là, est-ce qu'on aura le cheat code de la grosse tête? C'est ça la question. On espère. En tout cas, le mode multi-local sera présent sur Switch. Il sort sur Switch et sur Xbox. Autant dire que pour moi, c'est l'annonce de ma vie. Non, je vais pas parler de jeux vidéo et de James Bond, mais de musique. Mais il se trouve en fait que cette année, on célèbre les 60 ans de la sortie de Dr. No, donc qui est le premier film de James Bond, donc en 62. Et que à cette occasion, toute la production Eon Production, donc qui encadre depuis la création des films, on va dire. Le personnage de James Bond a décidé de célébrer évidemment ses 60 ans, mais d'une manière un peu particulière, en mettant l'accent sur la musique. Et Bond et la musique, c'est un gros dossier, parce que quand on parle de musique et de James Bond, tout se mélange. Il y a à la fois
les bandes originales composées par des compositeurs comme évidemment John Barry, qui a composé, je crois, 11 bandes originales. Des compositeurs comme Thomas Newman, David Arnold, magnifique compositeur qui était producteur d'un concert dont je vais vous parler, mais qui est toujours très proche de la franchise. Eric Serra, Marvin Hamlisch, bref, beaucoup de compositeurs, mais aussi des chansons, parce que c'est devenu une tradition, ça fait partie de la recette d'un James Bond. À chaque James Bond, sa chanson titre qui ouvre le film après une petite scène pré-générique. On en avait déjà parlé dans le premier épisode, mais un James Bond, c'est très codifié. On blague pas avec ça. Et pour ces 60 ans, ils ont fait les choses en grand, notamment lié à leur nouveau partenaire, voire propriétaire, on va dire, puisque Amazon a racheté les droits de la franchise il y a peu de temps. Et alors, on n'a pas encore trop de recul pour savoir. Déconne pas, quoi. Ouais, c'est ça. On n'a pas trop de recul pour l'instant pour savoir ce qu'ils vont en faire et si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Le fait est que pour les 60 ans sortent 2 programmes, on va dire, inédits. Le premier s'appelle The Sound of 007, donc la musique de 007, traduit en français, qui est un documentaire d'1h30 à peu près qui revient justement sur cette histoire. L'histoire musicale de James Bond avec, comme je viens de vous le décrire, à la fois parler un peu du travail de John Barry qui a été monumental sur les 11 bandes originales et le retour aussi sur les chansons de Bond. Étant fan, forcément que j'ai pris du plaisir à voir ce documentaire, même si je trouve que on passe un peu trop de temps à parler du dernier James Bond en date. Donc il y a un gros focus mis sur Billie Eilish qui a chanté la dernière chanson de No Time to Die, donc, et de la BO de Hans Zimmer, parce que Hans Zimmer est arrivé à la rescousse pour faire pour la première fois la BO d'un James Bond. Donc t'arrives pas d'éloge sur Hans Zimmer, c'est magnifique, c'est un génie, et tout ça. Bon, voilà. Non. Alors moi je n'ai rien contre Hans Zimmer à proprement parler, mais Hans Zimmer et James Bond, c'est déjà plus problématique, je trouve, sur la dernière BO. Bref, donc ça c'est vraiment chouette. Mais vraiment, le programme vraiment inédit et qui est très chouette, c'est Concert, s'appelle Concert The Sound of 007, Live from the Royal Albert Hall, donc qui est la captation d'un concert qui a eu lieu début octobre, le 4 octobre dernier, pour célébrer ses 60 ans. Concert, et là je remercie encore tous mes proches auxquels j'ai eu la chance de participer, d'assister. Et c'était un moment hallucinant, historique, on pourrait dire, parce qu'on a eu une performance de Shirley Bassey. Donc, Shirley Bassey, c'est une chanteuse historique de la saga qui a chanté le thème de Goldfinger, de Diamonds Are Forever et de Moonraker. Donc c'est la voix, on va dire, de Bond, quoi. Okay. Et qui a 85 ans, je crois. Et ils ont ouvert le concert avec ça, quoi. Genre, le concert démarre, la lumière se baisse, boum, Diamonds Are Forever, et Shirley Bassey qui arrive et qui nous met une tarte totale, mais toute la salle était en PLS, quoi. Et s'en est suivi près de 2h30 de musique avec un orchestre symphonique pour reprendre à la fois des morceaux vraiment de score, de bandes originales, et des chansons réinterprétées. Et ce concert a été capté donc, par Amazon, et le gros bémol, c'est qu'ils n'ont mis que les chansons. Donc que les performances avec chanteuses et chanteurs et pas les moments purement de bandes originales, quoi. Ah bon ? Donc on se retrouve avec un concert d'1 heure là où nous on a eu le droit à 2h30 de musique, quoi, et à titre perso, même si j'adore les chansons, les moments de BO étaient dantesques. Il y a eu notamment, et du coup ça peut vous intimer peut-être à aller redécouvrir le travail de ce compositeur David Arnold, qui a repris la franchise à partir de Demain ne meurt jamais, donc le deuxième film de Pierce Brosnan, et qui jusqu'à Quantum of Solace, a fait les bandes originales. Et le mec est un QI de Bond, mais depuis qu'il est tout petit, quoi. Et son travail est hallucinant, je trouve, sur toutes les bandes originales. Et ils ont joué un morceau qui est vraiment le score de l'ouverture du Monde ne suffit pas, où James Bond bourre en bateau sur la Tamise, etc. Et c'était vraiment hallucinant, quoi, tellement de patates, d'énergie, et avec cette problématique qui est posée dans le documentaire d'ailleurs, comment on arrive à trouver des variations de musique
tout en conservant l'écrin la partie centrale qu'est ce thème de James Bond, en fait. Ce thème qu'on connaît tous, qui a 60 ans donc maintenant, et que tu peux pas enlever à James Bond, quoi, qui est accolé à James Bond automatiquement. Tu peux analyser toute la saga rien qu'à travers le prisme de la musique qu'il y a, quoi. Exactement. Et donc ce lien-là, le documentaire, je trouve, le met bien en avant, c'est comment tu arrives en tant que compositeur à trouver des thèmes différents, mais qui te rappellent ce thème-là, et comment, est-ce que tu l'utilises ou pas, au moment, par exemple, dans une scène d'action ou pas, est-ce que tu t'en affranchis, est-ce que tu le mets, mais de manière détournée, comment tu joues avec ça. Et je trouve que la musique, en ce sens, dans Bond, est une très belle métaphore de ce qu'est Bond, à savoir de la variation au sein du même, en fait. C'est-à-dire qu'on a une recette hyper codifiée. C'est-à-dire que si tu t'éloignes trop du truc, et ça a été notre cas, je trouve, ça a été le cas sur No Time to Die, ils sont, à notre sens, peut-être partis un petit peu trop loin, et donc on retrouvait plus le personnage. Ils sont allés, ils ont tenté trop de choses, entre guillemets, et c'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut à la fois que tu reconnaisses Bond et que tu dises « Ah ok, c'est construit comme un Bond classique, il y a la scène pré-générique, le générique avec des accords, des notes qui me rappellent Bond, mais en même temps d'avoir quelque chose de différent à chaque fois. » Donc c'est un travail monumental. Quand tu vois que John Barry a fait 11 bandes originales, et que lui-même, c'est plus le cas maintenant, enfin plus trop, mais il composait les chansons des pré-génériques aussi. Avec son partenaire Don Black, qui était là au concert, qui a fait un petit discours hyper émouvant, qui est parolier de beaucoup de chansons de James Bond, et que les gars arrivaient à la fois à produire des bandes originales iconiques, des thèmes forts à chaque fois. Je sais pas, je peux vous dire Goldfinger, Diamonds Are Forever, On ne vit que deux fois, The Man with the Golden Gun, tout ça, c'est des chansons, c'est des thèmes qu'on va avoir en générique, mais dont on va retrouver des variations orchestrales pour les scènes d'action ou pendant le film, le tout parfois mêlé avec le thème de James Bond. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des sortes d'hybridation, de mélange. Tu te dis, mais il a fait 11 BO, quoi. Comment tu arrives à trouver le feu à chaque fois et à te renouveler, quoi. Et il fait mouche à chaque fois. Franchement, John Barry, il n'y en a pas une à jeter, quoi. Elles sont toutes dingues. Et c'est lui-même, apparemment, ils l'ont recontacté, je crois, pour GoldenEye. Et c'est lui qui a dit The Living Daylight sera ma dernière parce que là, j'ai plus rien, quoi. Genre, je suis vidé. Et tu te dis, mais le gars est trop fort. Mais il a fini avec la meilleure. Oui, peut-être, ouais. En tout cas, oui, non, mais c'est vrai que c'est The Living Daylights me transporte à chaque fois. La chanson est incroyable et la BO entière est magnifique. Bref, je m'étale un petit peu trop, mais tout ça pour dire qu'on parle souvent, et un dernier mot, tiens, sur la diversité, parce qu'on nous dit souvent c'est une critique qui est faite à Bond. Il faudrait plein d'épisodes pour en parler, mais sur par exemple la place des femmes dans Bond, la diversité, le fait que peut-être les actrices et les personnages féminins n'étaient pas assez forts. Moi, il y a un truc qui m'a frappé quand même pendant ce concert, c'est de voir la place justement des femmes dans la musique de Bond. Et de voir une femme comme Shirley Bassey être indissociable de l'héritage bondien, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle est légendaire, en fait, cette femme, et qu'elle est... tu penses chanson de James Bond, il y a Shirley Bassey qui s'allume tout de suite, quoi. Et que mine de rien, ça a été aussi ces chansons de Bond ont permis à plein d'artistes se les sont réappropriés, et ça c'est tout un pan de la culture britannique, de la pop, qui a un héritage commun avec James Bond, et c'est très touchant, quoi. Se dire que, comme le personnage, la musique de Bond a évolué entre tradition et modernité, on va dire, quoi, dans cet équilibre très britannique et qu'ils doivent gérer à chaque fois, quoi, de se réinventer, de trouver, de s'adapter à des sons nouveaux, tout en gardant un ADN un peu bondien des origines, quoi. Donc voilà, plein de programmes à regarder sur Amazon, et puis surtout plein de BO à écouter, à réécouter, à redécouvrir, quoi. Messieurs, merci pour ces recommandations. Il est temps de passer de voyager et de passer au plat principal de cet épisode avec Journey.
Le plat principal, donc, ce mois-ci, qui est le fabuleux Journey, le jeu vidéo de That Game Company. Mais avant toute chose, attention, la nouveauté, innovation dans l'Azimut. Pour mieux découvrir notre invité du jour, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un portrait chinois? Le portrait chinois qui consiste à poser des questions simples pour découvrir la personnalité un peu de notre invité. Ça n'a rien à voir avec le bras de fer chinois. Ça peut être fait en même temps, mais c'est un peu technique. Il y a un peu de Cependant, ça sera un portrait chinois vidéoludique. Incroyable. Est-ce que tu es prêt? Je le suis. Cher Max. Je le suis. Max. Précisons que je ne connais pas les questions. Non, mais des questions, mais alors attention, on est allé chercher très très loin. Oui, très loin. Cher Max, si tu étais une console de jeu, quelle console serais-tu? Je serais la PS2 quand même. Ah, la PS2. Le classique, moi c'est celle qui m'a le plus accompagné. C'est avec elle que je suis tombé amoureux. Ouais. Quand même, quoi. La PS2, c'est trop. Si tu étais un personnage de jeu vidéo. Super Meat Boy. Super Meat Boy, c'est incroyable. C'est une bête de réponse. Non, en vrai, le premier qui m'est venu, mais parce que je crois qu'on était encore dans la PS2, c'est mon Sly Raccoon. Ah ouais. En vrai, ça a vraiment drivé mon imaginaire petit, ça. Ok. Ah ouais, j'étais fasciné de ce personnage. Et qu'un jeu d'infiltration. C'est ça, ouais, action, infiltration, mais à l'ancienne. C'est vraiment, c'est une autoroute, c'est tout droit. J'ai rejoué récemment pour voir ce que ça valait. Bon, c'est cool, hein. Ouais, mais et puis les un jeu d'enfant, ouais, c'est ça. L'ADA avait l'air bien cool. L'ADA était cool, ouais. Donc en vrai, Sly, c'est mon gars, quoi. Depuis ce mec, dans tous les jeux où je peux prendre une serpe, voilà, merci. Je la prends direct, ça c'est mon arme préférée. Si tu étais un jeu PC? Les jeux PC, c'est récent pour moi. J'ai acheté un PC très très récemment. Est-ce que tu as fait du gros jeu PC ou du truc vraiment? J'ai fait du Age of, qui était pas mal. Pas mal ça. Ça j'ai bien kiffé. Après, c'est terrible de dire ça, mais je suis obligé. Je veux dire, j'ai passé toute mon adolescence sur World of Warcraft. Il a dit. C'est capté. Le micro, il a cru jouer sur la sensibilité du micro, mais non, on l'a capté. Ouais. Mais c'est très bien. Oui, un petit WoW quand même. C'est toute mon enfance. Bon gros WoW, voilà. Un bon gros World of Warcraft. Voilà, Let's go, Burning Crusade, on est ensemble. Si tu étais un pays de jeux vidéo, est-ce qu'il y a un pays, par exemple, qui t'a plus inspiré qu'un autre? Le Liechtenstein. Ouais, pourquoi pas? Une grosse scène. Le Japon, en vrai. Jeux vidéo japonais. Après. C'est large, hein. C'est hyper large et il y a tout un pan du jeu vidéo japonais que je connais très très mal. Non, mais les Japonais quand même. Non, je reste sur ma réponse parce que il y a quand même notre cher FromSoft, ça je me trompe pas là-dessus. Bien sûr. Ils sont là en fait. Sans ce pays, le jeu vidéo, il n'y aurait pas du tout la même gueule aujourd'hui. C'est les boss, même Nintendo et tout. Ouais. Non, c'est trop. Si tu étais un contrôleur, une manette, un clavier, est-ce qu'il y a pas un contrôleur dans le métro, quoi. Alors là, c'est la plus simple. De la ligne 7 bis. Ça, c'est la plus simple. Je serais une putain de manette de GameCube. La meilleure des manettes de l'histoire. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais. Alors qu'elle est si absurde. Et j'ai des si grandes mains et elle est si petite. La 64, bizarrement. La 64, je l'aime bien aussi. En vrai, le petit trident, on le déteste pas. Mais non, la manette de GameCube, c'était exceptionnel. D'ailleurs, la GameCube est juste super console, ouais. Tout à fait. Un jeu multijoueur. Tu vois, le premier qui m'est venu, c'est à part Journey, parce que on va en parler, donc je vais pas l'intégrer là-dedans, mais je trouve que c'est le multijoueur un des mieux pensés, quoi. C'est vrai. Mais en jeu duo, c'est le premier truc qui m'est venu. Après, si t'as une question duo après, mais multijoueur dans ce sens-là, j'aurais dit Portal 2. Portal 2. Ah ouais, Portal 2, incroyable. Très belle réponse. Un FPS. Battlefield, moi c'est vrai que ça c'était ta drogue dure. C'était ma drogue dure quand j'avais abandonné la scolarité à mes 18 ans. Lequel? Le Battlefield 3. Ouais. Battlefield 3. Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis un très très bon pilote d'hélicoptère dans Battlefield 3. Bien sûr. Un développeur de jeu. Playdead. Incroyable studio. Et ils ont sorti que 2 jeux pour l'instant, mais les 2 m'ont absolument révolutionné. Donc Limbo et Inside. Un jeu de sport. Et
si c'est une franchise, lequel ? Est-ce qu'il y en a un qui t'a genre waouh, tu vois ? Je vais dire Wii Sport, le bowling, bien sûr. En vrai, bon, je vais dire FIFA parce que quand même c'est le seul que j'ai poncé. Mais en vrai, il y avait un jeu sur PlayStation 2, on y revient, Ouais. sur les Jeux Olympiques. Bien sûr. Qui était exceptionnel, C'est avec des milliards de différentes Ça s'appelle épreuves. Athènes, non que c'était Athènes 2004 ? Peut-être, je sais plus le Je me blaze. souviens de Sydney 2000 sur Dreamcast, bordel. Mais celui-là, je l'aimais bien. Il y en avait un où mais même, il y avait un truc de tir enfin pas tir au pigeon, mais là, c'est le tir à cible. Là. Ouais, genre ball trap ou... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Celui-là, quand même incroyable. Mais bon, FIFA quand même. FIFA, même si j'ai commencé par PES et je tire toujours avec carré, bien sûr. Ah ouais, tu changeais les... Moi, je joue en alternatif. Une BO de jeux vidéo. Non, mais il y en a trop qui me viennent. Koji Kondo. Mais en vrai, là, je vais dire Journey. Parce que franchement, cette BO-là, vraiment, elle m'a accompagné. Austin Wintory, vraiment, elle m'a accompagné. Et enfin, et peut-être la réponse sera identique, un jeu indépendant. Non, je vais dire Braid. Ouais. Ouais. Qui était une des vraies grosses claques aussi que j'ai pris en jeu indépendant, un jeu de Jonathan Blow qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, ce mec. Mais merci pour ce portrait. On va passer au back Ridley Scott du coup. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça nous permet de mieux cerner tes goûts et on aura compris, vu certaines réponses, que Journey est un jeu qui a beaucoup compté dans ta vie de joueur. Est-ce que, avant toute chose, tu peux nous présenter succinctement, parce que c'est très compliqué de parler de ce jeu, Journey et That Game Company un petit peu qu'ils ont fait précédemment, avant peut-être Journey. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu dur, bizarrement, de le présenter alors qu'il est si simple. Mais pour faire court, on joue un être en robe, finalement, qui n'ont pas vraiment une silhouette, voilà, qui n'a pas vraiment de nom, même qui n'a pas de nom, comme on veut. Durant tout le jeu, on nous donne pas notre nom ni quoi que ce soit, et en fait, on est dans le désert, on voit une montagne au loin qui brille, et le but, c'est de monter en haut de la montagne. Exactement. Donc c'est peut-être la manière la plus simple de le présenter. Et pour That Game Company, c'est un studio indépendant américain. Mais dont le fondateur et personnage, on va dire, le plus central est donc Genova Chen, qui est en effet né en Chine et qui est d'origine chinoise, quoi. Et j'ai commencé par découvrir Journey, mais du coup après j'ai fait un rétro. Ouais, une petite rétrospective de leur truc, jeu. Avec le premier qui était Flow, il me semble. Toi t'as joué, ouais d'accord. J'ai joué à Flow, qui était vraiment un jeu minimaliste au possible, où on incarne un système au sens biologique qui se développe de plus en plus. Un micro-organisme qui se développe et devient de plus en plus complexe, et on plonge au fin fond des océans au fur et à mesure qu'on évolue. Après, il y a eu Flower, qui était vraiment un jeu fait pour la PS3 à l'époque. Tout à fait. Qui exploitait donc... le Six Axis, l'accéléromètre, c'est bien ça ? Tu parles de la manette ? C'est ça, l'accéléromètre qui a dans je connaissais pas le terme. C'est Sony. Hein. Donc c'était pour la sortie de la PS3. Exactement. Ils avaient, donc il y avait une nouvelle fonctionnalité sur la manette. Le système repérait dans quel sens était la manette, comment on la bougeait, ça repérait. Et en fait, c'est un jeu où on appuie sur aucun bouton. En fait, on est juste... on penche la manette, on l'incline à un certain angle et on joue, là cette fois on joue le vent en fait, et qui déplace des pétales de fleurs, et on doit donc redonner la vie à une nature dans un monde qui est complètement désolé, qui est en fait un des thèmes de That Game Company. Vraiment, il y a un message écologique souvent très fort dans leur jeu. Ces jeux-là arrivent, Flo notamment, c'est marrant que tu aies parlé tout à l'heure de Braid, parce que ça arrive à une époque où il y a vraiment un essor énorme du jeu vidéo indépendant. Donc pour nos auditeurs qui ne seraient pas du tout joueurs, déjà alors, le premier aparté, c'est que cet épisode, il faut pas que ça nous attristerait peut-être que certains se bloquent sur le fait que ce soit un jeu vidéo, parce que s'il y a bien un leitmotiv qu'on va essayer de répéter tout au long de l'épisode, c'est que Journey, c'est un des meilleurs jeux, je pense, pour
un non-joueur ou une non-joueuse pour découvrir cet art extraordinaire. Moi, à chaque fois que j'ai eu à faire découvrir du jeu vidéo à quelqu'un qui a jamais joué, c'est toujours le jeu que je choisis pour commencer. Et on va décliner tout à l'heure pourquoi c'est un jeu si approprié pour ça. Et justement, la deuxième aparté, c'est de décrire ce qu'est le jeu vidéo indépendant. Ça coule pas de source. Il faut imaginer, on utilise ce terme... on le sait, il y a une filiation entre le cinéma et le jeu vidéo. On l'utilise parce qu'on l'a utilisé dans le cinéma. Parce que vous imaginez bien que depuis 40 ans, même un peu plus, même que le jeu vidéo existe, des grandes sociétés très connues, des éditeurs très connus se sont emparés de tout ça. On en fait un business. Et dès le début, en fait, sur le micro-ordinateur, des gens codaient leur propre jeu. Et est arrivé un moment de technologie grâce à Internet, grâce à différentes plateformes comme Steam, par exemple, au début des années 2000, où le jeu vidéo indépendant a explosé, c'est-à-dire qu'on se retrouvait vraiment avec des propositions vidéoludiques d'un point de vue budgétaire beaucoup plus restreinte, c'est ça. Où on pouvait presque auto-éditer, mais c'est même le cas, auto-éditer ces jeux, ou des studios, c'est le paradoxe, mais l'oxymore, on pourrait dire des studios indépendants presque, ont vu le jour parce qu'il y avait, s'est posé la question de la curation, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de jeux qui sortaient, au lieu d'avoir les grosses machines industrielles, les gros jeux, les Mario, les Gears of War, tout ça, on avait maintenant pléthore de jeux qui pouvaient arriver via Internet, en fait, via Steam et tout ça. Et aussi, sans vouloir être trop technique, mais il y a eu aussi Xbox Arcade. Tout à fait. Parce que, mais qui était un peu en second plan. T'allais y venir, vas-y. Au vu de ce succès-là, grandissant des jeux indépendants, notamment sur PC, les constructeurs de consoles, que sont Microsoft, Sony, Nintendo, ont senti qu'il y avait un truc à faire. Et les premiers, en effet, tu as tout à fait raison, c'est Xbox, en fait, qui a commencé à sentir le truc avec le Xbox Live Arcade. Et à mettre quelques deniers sur des jeux indépendants. Braid en fait partie. Bah oui, moi en fait comme j'avais pas de PC, j'avais pas accès à ces jeux-là parce que ça sortait pas sur console tout simplement. Et moi vraiment les premiers rapports que j'ai eu aux jeux indépendants, c'était via Xbox Live Arcade. Et c'était Braid notamment, après la Orange Box aussi. Ouais. Bon, après, on peut pas dire que c'est vraiment indépendant, c'est quand même Valve et tout, mais il y avait ce feeling dans Portal quand même de jeu indé. C'est vrai qu'accolé à la notion de jeu indépendant vient souvent le concept un peu d'un jeu moins clinquant en termes de production. Le terme indépendant, il est un peu plus casse-gueule aujourd'hui parce que les gros constructeurs depuis 10 ans, ils vont mettre en avant, regardez, c'est notre jeu indépendant, alors que c'est juste un jeu qui n'est pas un FPS, un jeu de sport, un gros monde ouvert ou quoi que ce soit. Dans le jeu vidéo, pour les néophytes complets, on parle de AAA généralement. Donc les AAA, c'est l'équivalent du blockbuster au cinéma. Quand on dit un jeu AAA ou quadruple A, même maintenant, c'est les énormes machines dont vous allez voir des affiches dans le métro, des God of War, des trucs énormes, quoi. Et c'est vrai que naturellement, le mot indépendant est venu. Ça devient presque plus un genre qu'un modèle économique. Presque un jeu moins produit, avec moins d'argent, etc. Mais qui... c'est pour ça qu'on a tant de mal à donner une définition concrète de ce qu'est le jeu vidéo indépendant, mais qui compense ce manque de budget par des idées, par des idées de gameplay, des idées novatrices, tant formellement, narrativement ou manette en main, entre guillemets, de ce qu'on fait, de l'interaction qu'on a dans le jeu. Pour faire un parallèle peut-être avec le cinéma, pour que vos auditeurs, qui sont tous extrêmement cinéphiles bien sûr, puissent comprendre, c'est un peu comme j'allais dire le genre qui n'en est pas un de film d'auteur en fait. Et un truc qui est film d'auteur, ça veut pas vraiment décrire un genre, mais dans le langage commun, on peut dire ça c'est un peu un film d'auteur. C'est aussi ambigu. Voilà, c'est ça. On peut avoir des blockbusters d'auteur, etc. Exactement. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Là, les jeux indépendants, ça veut un peu tout et rien dire, mais c'est en général des gens qui prennent des risques et qui ont des bonnes idées. Ouais. Ce que j'ai failli te couper en parlant moi du court métrage, mais moi c'était plus dans le principe qu'un court métrage doit t'afficher dès le début de manière très nette les enjeux du film, ce que tu veux raconter. Et pour le jeu vidéo indépendant, c'est pareil, c'est quand même des jeux qui sont majoritairement beaucoup plus courts. Oui, c'est vrai. De manière générale, juste en quelques heures.
Et du coup, le concept, le gameplay doit apparaître de manière très claire, très rapide. Et souvent, c'est un concept qui doit frapper plus que le design ou que le... Cette grande contextualisation nous permet de revenir sur justement la genèse de Journey quand il est arrivé en fait dans ce contexte-là. C'est-à-dire, tu parlais très bien de Braid, du Xbox Live Arcade. Et à un moment où, pour réagir à la concurrence, Sony s'est dit il nous faudrait des indés aussi. Ça a l'air de marcher ce petit truc, parce qu'en plus, il y a un truc dont c'est lié tout ça à l'essor de l'indé, mais c'est le fait qu'avec Internet, le dématérialisé est apparu. Donc ça coûtait beaucoup moins cher de diffuser des jeux. Le dématérialisé, encore une fois, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de se passer de la vente en CD classique, comme on avait avant sur PlayStation ou en cartouche, et de se dire on le met sur une plateforme et les gens vont venir acheter le jeu en dématérialisé directement sur leur PlayStation. La révolution. Moi j'étais heureux. Moi j'étais sauté. Toi tu fais moi je suis petit aparté, toi t'es des maths à mort ouais. Ah ouais. J'ai beaucoup d'amis qui sont quand même encore dans les trucs des objets, des trucs. Moi j'ai jamais été comme ça, donc moi je me régale. Vous êtes à 2 contre 1 je crois. Je suis désolé, je sais que tu fais partie de l'autre catégorie. Non mais moi j'aime le physique, mais c'est que de moins en moins. Si je t'assure, si je peux j'aime bien, mais puis vient le moment où pour changer de jeu, faut lever ton cul du canapé, quoi. Il y a un autre gros argument, c'est que si tu l'achètes en physique, tu peux le revendre, ce qui n'est pas le cas quand tu le... Et le prêter. Ce qui est quand même le prêt de jeux vidéo est un des fondements, je pense, de notre génération vidéoludique, et ça ne se fait plus malheureusement. Et donc tout ça pour dire que Journey arrive à ce moment-là, ou du moins Flow et Flower, les 2 premiers jeux de Game Company, dans cet essor, on va dire, du jeu vidéo indépendant, avec la volonté de Sony d'acquérir des nouveaux projets comme ça. Et That Game Company va donc prendre vraiment un essor à ce moment-là. Un mot sur cette société donc américaine, mais avec à la tête Genova Chen, qui est un personnage quand même assez atypique. Dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez un peu vu son parcours, mais ce monsieur-là, donc, qui est né en Chine, a émigré aux États-Unis pour faire des études de cinéma, d'animation à la base. D'où le lien avec beaucoup le Japon, parce qu'il est complètement cuit à Ghibli et au cinéma d'animation japonais. Et c'est en fait au moment de ses études à UCLA en cinéma qu'il est tombé sur une bourse, en fait, une sorte d'appel à projet, qui le gagnant de ce projet pouvait gagner $20,000, ce qui lui aurait permis de prolonger ses études sur place en fait. Et il s'est dit pourquoi pas créer un jeu, sachant qu'à la base, avant de partir aux États-Unis, il avait fait des études d'ingénierie informatique, son père étant lui-même codeur dans une énorme boîte chinoise. Et donc moi, ce qui m'a frappé en voyant un peu la genèse de Journey, mais de That Game Company, comme vous avez pu l'entendre dans la description qu'en a fait Max au début, c'est des jeux, c'est très difficile de mettre des mots dessus parce que c'est très poétique, très atmosphérique, j'allais presque dire. Contemplatif. Ouais. Et la personne derrière le truc derrière ces projets-là est un pur technicien. Pur techos, quoi. C'est vraiment le codeur, mais le gars qui... on peut imaginer la figure la plus éloignée a priori de l'artiste, quoi. Tu vois, Oui, mais sauf que... Enfin bon, après, on va sûrement y revenir, mais... c'est peut-être le moment de mettre les mains dans le cambouis, peut-être du gameplay et tout ça, tu voulais... J'allais dire que dans le jeu vidéo, comme c'est vraiment... Il faut créer un monde physique, et on parle souvent de la physique d'un jeu vidéo, et ça, c'est vraiment des trucs très, très techniques, en fait, dans le fond, mais c'est essentiel, parce que c'est des jeux qui sont sensationnels au premier sens du terme, c'est-à-dire vraiment le feeling que tu as quand tu joues à Journey, c'est là-dedans aussi que réside la poésie, c'est-à-dire c'est pas que les images et l'histoire, c'est aussi comment le monde, la gravité, comment ton personnage se déplace, comment il tombe, à quelle vitesse il tombe, en fait plein de trucs hyper techniques, on peut penser hyper techniques, mais c'est les outils de poésie qu'il utilise aussi, quoi. Donc en tant que pur technicien, au final c'est comme s'il écrivait super bien des mots. Exactement. En fait. Il y a un truc c'est ça, c'est une bonne manière dans le jeu vidéo de créer de la poésie encore. Non, mais tout à fait. Pour faire un parallèle avec notre épisode d'avant, on parlait de Michael Mann.
c'est un peu, tu vois, le même truc. Il a un cinéma qui est très... Bon, qui a beaucoup d'action et tout ça, mais quand même qui est très contemplatif, tout ça. Mais Michael Mann est une brute technique, quoi. Il est toujours au fait des dernières technologies. C'est un grand technicien qui s'avère être un grand auteur derrière, quoi. Donc, et des parallèles comme ça, il y en a mille. Attention, j'invente rien. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qui nous frappe la première fois qu'on joue à Journey. On se laisse, on espère, emporter justement par le voyage qui nous est proposé. Mais la technique, quand on s'y penche un peu, elle est là, quoi. Elle est là partout. Tu parlais de la gravité, donc de la sensation plutôt manette en main de déplacer le personnage. On pourrait parler de la modélisation du sable. Incroyable. Complètement dingue. Incroyable. C'est-à-dire que quand vous voyez Journey, vous allez vous dire la première fois, surtout si vous n'êtes pas joueur habitué à jouer aux jeux vidéo, c'est pas forcément le jeu le plus beau que j'ai vu de ma vie, techniquement parlant. Quand on voit les dingueries qui sortent aujourd'hui, surtout que le jeu a quelques années maintenant, il est sorti, on n'a pas précisé, mais voilà, il y a pile poil 10 ans. Mais c'est hallucinant le travail qui est fait sur le sable, en fait. Je crois qu'ils ont passé plus de 3 ans sur la modélisation du non, du ça sable. m'étonne pas. Et puis, quand même, ils ont choisi c'est un choix visuel qui vieillit quand même très bien, moi je trouve. Ça traverse vraiment c'est la force du minimalisme et d'un truc un peu cartoon. Enfin, c'est pas le bon mot, mais... Oui, inspiré, encore une fois, qui fait penser à des dessins animés qu'on aurait pu voir. C'est ça. Un peu comme Ghibli vieillit très bien. C'est un peu la même chose. J'ai beaucoup pensé, là je l'ai refait petit aparté, une de plus récemment. J'ai pensé à Breath of the Wild beaucoup. C'est vrai. Genre, au-delà de la création du monde et tout ça, il y a des moments où on part au-dessus, je crois, un moment au-dessus des nuages, etc. Où je me suis dit, ah oui, d'accord, là l'inspiration est. C'est d'autant plus fascinant que Vad Game Company, tu parlais de leur jeu avant, Flow et Flower, ils parlent a priori de concepts qui sont pas très physiques. L'eau dans Flow, dans Flower, c'est carrément le vent, les pétales. Là, on parle du sable. Il y a aussi une dimension il y a beaucoup de vent dans Journey. C'est un vrai défi pour eux de parler de trucs qui sont a priori pas palpable, ou pas tu veux palpable. Dire, je trouve pas le terme, et de le retranscrire en des sensations manette en main, parce que pour le coup, moi, de Journée, c'est un jeu, c'est un argument pour la manette, quoi. Tu peux pas le faire autrement que sans manette. C'est sûr. Et c'est vrai que quand tu vois, là je l'ai refait sur PlayStation 5 du coup, parce que c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3, et je me dis que maintenant, avec les nouvelles capacités de la manette haptique, tu sais, de PlayStation 5, les nouvelles vibrations, tout ça, ça serait mortel qu'ils nous fassent une petite mise à jour. Moi, c'est mon rêve. Parce que ça serait, enfin vraiment, c'est en ça aussi que tu parlais d'outils pour la poésie, justement, qui sont son style, ses lettres, etc. Enfin, comme pour un auteur, quoi. C'est ça. Ça se ressent vraiment manette en main. Et il y a une fluidité, vraiment. Il y a ce qu'on appelle le feedback dans le jeu vidéo. La science du feedback dans les ressenti, jeux, dans les jeux de Dead Gun Company, et notamment sur Journey, est absolument incroyable. T'as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. C'est difficile, mais en même temps, on va pouvoir rebondir sur cet aspect un peu plus scientifique, même cette approche un peu théorique, scientifique que peut avoir Jenova Chen. Est-ce qu'il y a une histoire dans Journey, quoi ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser même après avoir fait le jeu. Il y a une histoire, c'est très symbolique en fait comme jeu. C'est plus une allégorie. En fait, on peut le décrire de 1000 façons. Donc, c'est-à-dire, non, il n'y a pas une histoire imposée, claire, avec une fin très claire. Mais il y a une grosse histoire. On peut quand même, on peut y projeter plein de choses. Après, lui, il en a parlé dans plein de sens. En fait, moi, je faisais allusion à là encore une fois, à la théorie avant, la conceptualisation plutôt du jeu, qui lui serait venue apparemment après avoir lu Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Et qui l'a complètement époustouflé. Alors Stéphane, tu peux nous en parler juste rapidement, qu'est-ce que c'est pour exactement, recontextualiser. C'est un écrit, on va faire vite, c'est un écrit presque d'ordre anthropologique, écrit dans les années 50 par Campbell, qui était du coup un anthropologue, voilà, et qui pour lui, en fait, il a cette théorie que toutes nos histoires, tous nos mythes sur Terre ont pour base ce qu'il appelle le monomythe, quoi. Et qu'en gros, il a son histoire qu'il appelle le voyage du héros. Et a priori, selon lui, énormément d'histoires sur Terre suivent
plus ou moins une même structure. Donc on va pas y étaler, mais avec l'appel à l'aventure, le refus de l'appel, un passage que j'aime beaucoup qui s'appelle le ventre de la baleine. On y revient, mais elle est jamais loin, la baleine. On vous avait teasé tout à l'heure, mais c'est ça. Voilà, puis avec l'accomplissement, etc. Il y a des étapes très clés. On va pas revenir sur toutes, mais en plus ça a été sujet à plein de critiques parce qu'on reprochait à Campbell de dire qu'il ne prenait que des étapes qui l'intéressaient pour sa théorie dans différents mythes, etc. Mais selon moi, ce que je trouve le plus beau, c'est que ce qu'il décrit, c'est que l'homme a un besoin fondamental d'entendre des histoires et d'en raconter. Parce que, selon lui, en fait, l'homme, où qu'il soit sur Terre, à quelle époque, et on a les mêmes angoisses, les mêmes questionnements, etc. Et donc, du coup, on a créé plus ou moins ce genre. C'est pour ça qu'on retrouve des mythes qui seraient... Enfin, on va pas s'étaler, mais il y a tellement, on peut retrouver le même mythe plusieurs fois. C'est Jung qui en a parlé comme il faut. Ce qui ouvre la question de Campbell finit par ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une époque où tout est scientifique, tout est expliqué, tout est décortiqué. Du coup, ce besoin de raconter ou d'entendre des histoires, il est un peu mis à mal, quoi. Pour revenir à Journée, parce que Campbell, on peut faire un épisode là-dessus, mais voilà, Genova Chen a lu Le héros mille et un visages. Ça, c'est clair. il s'en a inspiré, il a réinterprété à sa manière, bien sûr, etc. Mais il a cette idée, voilà, du voyage, le nom du jeu, quoi. Ouais, c'est le nom du jeu, tout simplement. Et c'est une adaptation. Enfin, on pourrait voir ça comme une adaptation stricto sensu très fortement inspiré des écrits de Campbell. Le tout fait sans dialogue. Donc, tout à fait. Globalement, pareil, un leitmotiv de toute notre discussion, ça va être cette épure. Ouais. Je crois que certains parlent de développement par soustraction même. Tout à fait. Qu'on commence un projet en disant voilà, le personnage va pouvoir faire ça, on va mettre ça, et puis au fur et à mesure on enlève le superflu pour arriver à une sorte vraiment d'os, quoi. Mettons les mains dedans, arrêtons de tourner autour, pinailler, mais en fait tu vois, tout simplement on parle l'une des premières étapes du voyage du héros, c'est l'appel à l'aventure. Le jeu commence, silhouette en plein milieu du désert, qu'est-ce que la seule chose qu'on voit au loin, c'est une montagne avec lumière en haut. C'est quoi le but induit par ça? C'est juste d'aller en haut de cette montagne, comme tu l'as dit tout à l'heure, Max, quoi. Exact. Le ventre de la baleine, c'est une des premières étapes. Le ventre de la baleine, c'est un peu plus tard, quand on s'enfonce dans des profondeurs, etc. Pour en ressentir plus grand, on est confronté un peu aux ténèbres pour comprendre un peu comment le monde tourne et en devenir meilleur. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe. Non, c'est mais un peu l'interprétation que je me suis fait. Tout à fait ça. Tu parlais en off, tu me disais qu'il y a tout un truc dans le voyage du héros, enfin dans le héros au mille et un visages, de la connaissance. Tu sais, d'en ressortir grandi, mais grandi en connaissance. Et ça, dans Journey, il y a des tableaux qu'on peut découvrir. Des fresques. Qui nous apprennent pas grand-chose, en fait. En tout cas, certainement pas d'un point de vue narratif, puisque c'est des fresques, des dessins. Alors, parce que pour l'avoir fait une petite centaine de fois, ce jeu, au bout d'un moment, quand tu es obligé, parce que tu ne peux pas passer les cinématiques dans le Journée, c'est vrai. Donc tu te tapes. Donc il faut savoir que le jeu est divisé donc en 5 niveaux, et entre chaque niveau, on a une cinématique qui est assez courte en réalité. Le jeu étant lui-même assez court, dure à peu près 1h30, 2 heures. Ouais, peut-être un peu plus, je dirais un peu plus. Peut-être la première fois que tu le découvres, tu peux y passer 3-4 heures peut-être. Ça dépend si à quel point on se promène et tout ça. Si bien sûr. Après, moi, j'ai un temps à 14 minutes sur le jeu. Voilà, je vous le dis entre nous. Non, mais donc, c'est divisé entre 5 niveaux. Et entre chaque niveau, effectivement, on a une sorte de vision qui nous montre une fresque. Ce qu'il faut... Peut-être on peut le dire quand même que c'est un personnage qui évolue dans un monde qui est mort, qui a été désolé, c'est vrai. Désolé et recouvert par le sable. Et en fait, il y a tout ce truc de retrouver ses origines. Et on voit bien que sur les fresques, les gens nous ressemblent, mais ils n'ont pas la même couleur de cape que nous. Et ça aura une importance. Nous, on a une cape rouge et tous les gens qu'on voit dans les cinématiques, en fait, la seule personne qu'on voit dans la cinématique est un espèce d'ancien à une cape blanche. Et elle nous parle à travers des fresques, elle nous explique un peu le monde dans lequel on évolue. Et donc, il y a quand même cette histoire c'était un peuple qui ont découvert une force magique, ou en tout cas une énergie magique, donc celle des choses qui flottent là, les tissus qui flottent, vous voyez, parce que on n'a même pas dit ça, mais en fait,
on a une cape dans le jeu. Oui. Qui, plus on avance et plus on trouve de symboles, elle s'allonge. Et cette cape, elle nous permet de voler. De flotter, de voler sur une distance limitée, en fait. C'est ça, ouais. On dépense la cape quand on s'envole. Et pour la recharger, il faut rentrer en contact avec ce tissu magique donc, qui a été découvert par le peuple ancien. T'as mis quoi dans le café, Stéphane, tout à l'heure aussi? Je te jure, c'est ça. Les fresques, elles expliquent ça. Non, mais c'est... Quand tu vois les fresques, genre les premières... Au début, c'est un peuple nomade, chasseur-cueilleur. On les voit chasser, on les voit cueillir, on les voit se nourrir de manière basique. Et à un moment, il y a un mec qui découvre ce tissu magique. Cette magie, et ils en font une technologie, en fait. Et ils s'industrialisent, ils créent des villes. Ah, mais j'ai pas vu ça, moi, dans les fresques. Il faut regarder les fresques. Il y a quand même une histoire. Hein. C'est intéressant parce que moi, ces fresques qu'on découvre, je me suis dit... On ne sait pas si c'est l'histoire qui est racontée actuellement, c'est ça, ou s'il voit que le voyage qu'il est en train de faire a été vécu déjà. En fait, il donne la réponse parce que la dernière fresque, ils introduisent le début du jeu. En fait, tu te vois toi-même, et sur la fresque, tu es différent parce que tu es en rouge. Et tu vois même la suite de ce qui va t'arriver avant que tu le vives. Donc, et ça, ça, pour le coup, c'est très campbellien. C'est-à-dire que la fin, il y a le retour au début, en fait. Ce qui est... évidemment. Qui est dans le... Si ma mémoire est bonne, moi, je l'ai compris comme ça, dans le générique. C'est ça. Où tu vois cette lumière refaire tous les paysages du jeu et revenir au début. Quoi. Où le héros, quoi, comme Moïse, comme Bouddha, s'est retiré loin, il a trouvé la connaissance et il la ramène chez lui, à son peuple. Quoi. Après, il y a tous les trucs d'élévation, machin. Mais effectivement, il y a le truc de renaissance, de réincarnation. Et en fait, pendant tout le jeu, même, tu vois des étoiles filantes qui passent au-dessus de toi. Et donc, tu sais que c'est d'autres voyageurs qui sont en train de revenir. Est-ce que du coup, ces étoiles apparaissent à des moments scriptés ou est-ce que c'est en fonction des autres joueurs? C'est malheureusement scripté. C'est scripté, mais j'ai longtemps pensé que non. Et c'est scripté, juste, c'est prévu par le jeu. C'est pas. Oui, pardon. Non, mais c'est prévu que ça se déclenche à un moment précis. Exactement. Et pour finir, sur l'histoire, donc il crée cette technologie. Donc ils en font des villes, ils créent les monstres qu'on voit là. Les sentinelles. En fait, ça commence à se faire la guerre parce qu'on veut cette techno. Enfin, d'un seul coup, il y a le goût du pouvoir de cette magie là, quoi. Et en fait, ça les pousse à leur extinction. On a joué au même jeu, mais c'est. Non, mais c'est ça que racontent les frères. Après, moi, c'est parce que vraiment, je les ai vus des centaines de fois que je peux dire ça, mais c'est quand même assez explicite. Je suis désolé de vous l'apprendre. Non, mais c'est passionnant. Au contraire, ça permettra, je pense, aux gens qui... une relecture, parce que même... Déjà, même les gens qui l'ont fait, vont... on en est la preuve. On se dit, tiens, il faudrait que je le refasse. Et en fait, on le voit, les villes, même on les traverse, les villes qu'ils ont créées grâce à tout ça. Et puis après, les profondeurs, effectivement. Mais après... il y a plein d'interprétations aussi de chaque monde a vraiment une atmosphère et un message différent parce que il y a aussi, au-delà de Campbell, il y avait aussi un truc de les 5 étapes de la vie. C'est-à-dire, il y a une théorie qui parle de ça, genre vraiment la naissance. Donc dans le premier monde où tu es dans le bac à sable, un peu sans mauvais jeu de mots, mais et tu crées le pont pour monter vers le désert qui est le lieu où tu commences à jouer, tu commences à vraiment marcher, sauter. Parce que le deuxième monde, c'est un désert vraiment très ouvert. C'est vrai. Et tu commences vraiment à avoir un peu de cap. Et donc là, tu voles un peu partout, tu t'amuses avec les bestioles. Il y a des sortes de je sais pas comment on peut dire, de petits tapis volants qui s'amusent avec toi. C'est là où tu peux aussi surfer, entre guillemets, Exactement. Sur les dunes, et il y a quelque chose de très ludique. C'est ça, donc ça, ce serait l'enfance, quoi. Vraiment le moment où tu joues, tu te découvres, tu commences à marcher, sauter, courir, rouler, machin. Après, tu as le 3e étape qui est donc la descente. Et ça devient moins cool. C'est vraiment cool, c'est vraiment la vie, là, ça accélère, quoi. C'est l'adolescence, c'est le début de la vie adulte. Après, tu tombes dans les profondeurs et tu dois tout remonter, donc vraiment avec toute cette tour immense là qui représente un peu toute la vie, les épreuves, machin. Et tu finis à la fin, mais c'est le plus clair, où t'es... je sais pas jusqu'où on peut... Si on veut en parler, il faut qu'on le dise. Il faut y aller, et puis ça n'empêchera pas de toute façon des gens qui n'auraient pas fait de... Parce que donc à la fin, on meurt
forcément. Et la dernière épreuve, c'est on est contre un vent énorme qui nous fait marcher comme un vieux, en fait, comme un vieillard, et jusqu'à mourir sur les genoux. Et après, une élévation au paradis et la renaissance. Donc en fait, chaque niveau, il y a des gens qui avaient théorisé que c'était des étapes de la vie, vraiment dans ce sens-là aussi. Super intéressant parce que ça peut être un concept, je pense, en fait, une fois que parce qu'il faut faire le jeu nu sans découvrir, et un concept d'une deuxième run, on pourrait dire, refaire le jeu, deuxième run commenté par Max Chabat, tu vois, un peu comme ça. Écoute, avec plaisir. Mais en plus, le jeu te pousse quand même à le refaire parce que donc il faut aussi dire que dès que tu réatterris à la fin du jeu, ta robe a plus de motifs que celle d'avant. Et en fait, c'est comme ça que parce qu'on va finir par parler du multijoueur à un moment. J'allais y venir, c'est une très belle transition, bravo. Un des moyens de savoir où en est la personne que tu rencontres, c'est de regarder sa robe, en fait. Robe a des grades, quoi. Il y a 4 grades, selon combien de fois tu as fini le jeu. Et il y a une robe spéciale aussi dont on pourra parler. Mais... On y vient tout de suite. Mais juste parce que je découvre des trucs. Pour moi, c'était un beau jeu contemplatif avec un discours où tu vas de là à là, quoi. Et puis, en fait, tu vois qu'il y a plus derrière, que la baleine cache quelque chose. Exactement. Et que c'est vrai que de prime abord, je crois pas qu'on en ait parlé encore, mais ressort de ce jeu un sentiment de solitude extrême. On a parlé de désert, donc c'est vrai qu'on pourrait presque voir ça comme un voyage solitaire. Et pourtant, Journey, on en parlait en off juste avant d'enregistrer, et peut-être à nos sens, un exemple de multijoueur, mais fabuleux, quoi. Sublime, vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu alors tu as commencé, mais nous parler un petit peu plus en détail du mode multijoueur de Journey? Bien sûr, en fait, on peut choisir de jouer en ligne ou hors ligne, mais vraiment, je vous incite à jouer en ligne. Et en fait, on peut croiser dans chaque monde une personne. On peut jamais être plus de 2 dans ce jeu, mais on croise d'autres voyageurs. Et en fait, la particularité de ce jeu et de ce multijoueur, c'est qu'on peut absolument pas communiquer avec le joueur. C'est-à-dire même, de manière, au-delà des outils que nous offre le jeu. Qui sont très minimes. C'est ça. C'est-à-dire on a un cri, avec des variances de cri quand même. On peut le faire petit ou chargé, et il crie de plus ou moins fort. Plus ou moins fort, exactement. Et de ce cri se dégage une bulle qui irradie un petit peu autour de notre personnage. C'est ça, et qui diffuse en fait une énergie qui est similaire à celle du tissu, parce qu'en fait nous ce qui nous permet de recharger, c'est ça notre écharpe magique. Donc l'écharpe magique qui vous permet d'avancer dans le jeu, en fait elle se recharge qu'au contact de cette énergie là, et en fait nous on est un être de papier magique un peu, quoi. C'est ça c'est pour ça qu'on est rouge et pas blanc, pour revenir aux métaphores des trucs. Mais donc quand on crie, on recharge la cape de son coéquipier, et inversement il recharge la vôtre. Oui, ça c'est vrai que c'est et si vous rentrez en contact aussi, ça recharge la cape de chacun. Donc le fait d'être collé, de se toucher, de se parler, au-delà de la communication, c'est un vrai intérêt de gameplay parce que ça recharge la cape, ça permet de voler, de continuer. Ça peut donner lieu, j'imagine, à des balais. Parce qu'il faut voir l'animation, là c'est vraiment purement visuel, l'animation du vol et du drapé par exemple de notre robe, etc. Ce que ça produit, c'est très beau. C'est sublime. C'est très très beau. En plus de la musique dont on parlera juste après, mais ça peut donner lieu, vu qu'on a au contact d'un autre joueur, on va dire un pouvoir illimité de vol, ça peut donner lieu à j'imagine, des échanges complètement dingues. Pour te donner un exemple, parce que au bout d'un moment, sur le jeu, il reste plus que des gens qui ont buté le jeu. Donc moi, quand j'y joue aujourd'hui, quand je croise quelqu'un, je sais à peu près que c'est un mec qui est comme moi et qui a joué toute sa vie à ce truc. Et il y a des choses qui sont très difficiles à réaliser, mais il y a des choses magnifiques à deux à faire. Par exemple, on peut voler sans dépenser de cap, sans même appuyer sur aucun bouton, en étant juste collés l'un contre l'autre. Incroyable. Parce que en fait, quand on se touche, la gravité se met comme si on était en train de voler. C'est un peu dur à décrire. D'accord. Mais donc, si on est bien élancé et qu'on est bien timé ensemble, on peut voler côte à côte sans rien faire, sans rien toucher, dans un silence absolu, et on flotte tout le long du jeu. C'est très dur à faire, mais quand les joueurs sont bons, on peut faire ça des heures et des heures. Et ça, c'est vraiment les sensations ultimes du jeu. On ne sait pas qui est le joueur.
Exactement, c'est pour ça que je disais. C'est pire ennemi dans la vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et vraiment à part les outils du jeu, on peut pas savoir. C'est-à-dire que son gamer tag, donc ça c'est encore un terme technique, mais pour dire parce que sur PlayStation, vous pouvez envoyer des messages aux gens avec qui vous jouez si vous connaissez leur gamer tag. Son pseudo, voilà. Et là, les gamer tags ne sont pas donnés de tout le jeu à part la toute fin, une fois que le jeu a été fini, où là vous pouvez vous envoyer des messages post. Justement, mais c'est ça en fait qui peut-être qu'on a oublié de dire, c'est qu'au lieu d'un jeu traditionnel où on va inviter un ami à jouer avec nous, exact, comme ça, c'est vrai que j'aurais dû commencer. C'est que en fait dans une journée, ça se fait à ton insu, quoi. Ouais, c'est-à-dire que le jeu, un joueur s'introduit dans ta partie ou toi dans la sienne, on ne sait pas, on ne saura jamais d'ailleurs, et que d'un coup tu vois une autre silhouette, quoi. Exact. Et c'est vrai que du coup, ça peut être frustrant. Tu peux pas jouer avec tes potes, quoi. Non, ça c'est sûr. Il y a des techniques. Après, je vous donnerai les techniques cachées pour pouvoir. Tu démarres le jeu au moment où j'arrive dans le hub du début. J'imagine que c'est des trucs comme ça. C'est des trucs comme ça. Mais c'est faisable, quand même. Je sais pas si tu te souviens. Je crois que tu étais présent à l'époque. Je streamais un petit peu. Oui. La première fois que j'ai découvert Journey. Oui. Parce que c'est une anecdote directement reliée à ça. Je me souviens. Donc je joue en stream, donc en live à Journey. J'ai beaucoup aimé ma première run, la première fois où j'ai découvert le jeu, et je fais quasiment tout le jeu avec justement quelqu'un que comme on vous le décrivait, que je ne connais pas, mais qui avait l'air d'avoir quand même un sacré niveau, et c'est toute la beauté aussi de ce mode multijoueur là, vu qu'on a très peu de moyens d'interaction, arriver à me faire comprendre des choses en me disant, en gros moi je l'interprétais comme ça, viens par là, va là-bas, tout ça juste avec un cri en fait, juste avec une animation, quoi. Et bon bref, on passe le jeu, j'aime beaucoup le jeu, etc. Le jeu se termine, et à la fin du jeu, quand le générique apparaît, on a le nom, les pseudonymes des gens donc avec qui on a joué qui apparaissent sur l'écran. Et là, le chat, les quelques personnes qui étaient là ont bugué complet. Oh, mais t'as joué avec un tel. Je fais, mais qui est cette personne? Et il se trouve que c'était un streamer très connu de Journey qui passe sa vie sur le jeu, quoi. C'est ça. Et ce mec-là, il trouve les streamers. En fait, il passe sa vie à faire ça. Oui. Parce que moi, j'ai streamé aussi Journey, et je suis tombé sur le même mec. D'accord. C'est-à-dire que ce gars, il est sur Twitch toute la journée, il regarde qui joue à Journey et il se time pour arriver pile dans ta partie. Mais il est hyper bienveillant. Il est super. Généralement, les gens qui jouent à Journey sont pas là trop pour vous pourrir la vie. Hein. C'est plutôt chill. Mais en fait, tu peux pas. Tu voulais pourrir la vie. Non, c'est ça dont il faut parler absolument. Ah oui. C'est que en fait, c'est le seul multijoueur qui est pas du tout compétitif. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé toutes les choses qui pouvaient faire compétition. T'as entendu parler de cette anecdote des bras du personnage? Non. Qu'à la base, et c'est l'exemple du développement par soustraction, qu'apparemment le personnage originellement avait des bras, et que dans les playtests, les gens se tapaient en fait. Les utilisaient pour aller embêter, tout ça. Ils ont dit, ok, on coupe les bras. Ouais. Et donc du coup, on a cette silhouette. En fait, c'est impossible de faire chier quelqu'un dans ce jeu. Même si t'es le plus mal intentionné possible, c'est impossible. Ils ont tout enlevé pour que ce soit que de la collaboration. Et c'est hallucinant comme idée. Enfin, en fait, même de se dire qu'on va faire ça, en fait, c'est incroyable. Parce que normalement, c'est ce qui drive le multijoueur, c'est d'être compétitif ou d'être contre quelqu'un. Là, il n'y a pas d'ennemis, quoi. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que de la collaboration, et pour aucun but vraiment, à part du pur kiff, du pur partage, exactement. Mais surtout qu'en plus, je trouve que c'est un bon exemple, parce que moi, j'ai toujours avant pensé, pour moi, un jeu, il est soit solo, ou en coop, etc., soit multi. Il n'y a pas de... Et je trouvais que les jeux solo qui proposaient une expérience en même temps multi, je trouvais ça casse-gueule et tout ça. Bon, il y a nos chouchous de From Software, les Dark Souls, tout ça, où il y a toute une dimension multi. Comme James Bond, on est obligé d'en parler. On va tempérer tout de suite, sinon on part sur un nouveau épisode de 2 heures. Mais faites-nous savoir sur les réseaux si vous désirez un épisode un jour là-dessus, quoi. Quelle mauvaise foi. Tu sais que même s'ils disent non, on le fera, cet épisode sur From Software. Mais voilà, moi, mais des fois, mais je trouve que malgré tout, dans From Software, c'est un excellent exemple, le principe des messages, le principe de l'entraide, enfin la dimension communautaire dans les jeux From Software est absolument géniale. Et moi, je trouve qu'un bon exemple récemment, c'était Death Stranding. Quoi qu'on en dise du jeu, qui reprend un peu cette idée. Et moi, pareil, au début, je me dis, mais non, mais vas-y, multijoueur, ça va nous crier dessus, il va y avoir des trucs de partout et tout. Et non, en fait, ça prend vraiment tout son sens, parce que pareil, tu ne vois pas les autres, mais tu vois l'aide que tu peux apporter à travers Death Stranding, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu où on évolue dans un décor un peu désolé post-apo, et c'est tout le principe du jeu, il faut avancer dans ce décor. Et on peut laisser un pont pour franchir une rivière, une corde pour franchir une falaise.
Et moi, j'avais un véritable plaisir que quand j'installais un truc, de repasser plus tard, de voir. Il y a un système de like. Voilà. Non, mais et de voir que le truc que j'ai laissé était utile à plein d'autres joueurs. Et c'est hyper gratifiant, quoi, et tout. Et je trouve que... je sais pas si Kojima, le créateur de Death Stranding, tient ça de Journée ou que c'est un ensemble d'influences. Journée est précurseur de ça. Et je pense même c'est ce qui fait sa rejouabilité aussi, en fait. Parce que, et je sais pas si ça c'était tant pensé que ça, mais en tout cas, il y a eu vraiment une obsession d'une communauté dont je fais partie pour refaire le jeu, alors qu'on connaît tous les recoins par cœur. Et le plaisir réside juste dans accompagner un nouveau. Mais vraiment, ça, c'est genre... Il n'y a rien de plus kiffant que ça, parce que tu les reconnais, les gens qui n'ont jamais fait le jeu, quand même. Tu vois comment ils se déplacent, où ils vont, machin. Quand tu connais bien le jeu, tu sais que le mec a jamais fait le jeu, ou s'il l'a fait 1000 fois. Et accompagner un mec qui a jamais fait le jeu, c'est extraordinaire. C'est vraiment des sensations géniales. Et moi, je te montrerai un jour, je t'ouvrirai les messages que j'ai dans mes messages privés d'après les trucs, de mecs qui pètent un câble, qui me remercient. C'est vraiment des sensations ouf. Moi, je me rappelle encore de la première run que j'ai fait, quoi. J'étais vraiment ému, j'étais attaché ça crée un lien, mais incroyable, quoi. Et donc, de driver les mecs, moi, j'avais mon cycle, quoi. J'étais vraiment guide touristique de Journée, quoi. Je savais où je les emmenais. C'est génial. Il y a des choses à découvrir, je crois. Il y a des choses un peu cachées et tout ça qu'on peut revoir. Pas des artefacts. Ne me lance pas là-dessus. Rapidement, pour donner peut-être envie à des gens qui ne l'auraient fait qu'une fois et qui voudraient. On l'a déjà fait, mais de leur donner envie de le refaire, quoi. Bien sûr, il y a 20 symboles à trouver cachés dans le jeu, en plus de genre une quinzaine de fresques. Et une fois qu'on a ces 20 symboles, on débloque une nouvelle cape. D'accord. La robe blanche. Et la robe blanche, elle a des propriétés particulières, qui est que dès qu'on touche le sol, notre cape se régénère toute seule. C'est insane, ça. Donc c'est juste insane. Encore mieux en termes de c'est ce qui permet après d'aller dans les glitches du jeu et tout ça. Donc moi, c'est un truc que j'ai beaucoup fait aussi, mais parce que les glitches du jeu. Oui, pardon. Non, mais il y a pas de souci, mais c'est des bugs en fait qui permettent d'accéder à des niveaux, clairement, comme si on cassait un peu le jeu, quoi, et d'accéder à des endroits que les développeurs ont prévus, des endroits, on va dire, techniques, quoi, mais qui, normalement, ne devraient absolument pas être accessibles, quoi. Exact. En fait, pour faire très rapide, je fais 3 minutes dessus, parce que je sais, là, je force. Le chrono est en PLS, bien sûr. Non, mais c'était un des moments les plus forts dans mon expérience de Journée. Il y a une technique de vol très spéciale qui n'était pas prévue par le jeu, qui est d'ailleurs exactement... Quand je vole dans mes rêves, maintenant, je vole exactement comme ça. On dit merci Genovac. Bien sûr. Donc, je ne vais pas vous emmerder avec des trucs techniques, mais il y a une technique qui fait qu'on peut aller très très vite, très très haut, et ça permet de casser le jeu, de passer par des endroits où on n'est pas du tout censé aller. Et ça, typiquement, c'est un mec dans le jeu qui me l'a appris sans qu'on puisse se parler, quoi. Juste, on a passé 3 heures et il m'apprenait à voler et on se parlait pas, et je me rappellerai toujours, j'ai encore son nom, je l'ai encore en ami sur la PlayStation et tout, et c'est mon maître, quoi, tu vois. C'est lui qui m'a ouvert un nouveau monde de Journée, donc c'est vraiment, c'est extraordinaire. Un aspect dont on n'a pas du tout parlé, avant de continuer la discussion peut-être sur d'autres sujets, on pourrait peut-être boucler un peu là-dessus, la discussion sur Journey à proprement parler, qui me semble important pour toi, c'est la musique. Et ça fait partie ça fait partie de l'ensemble. Vous l'aurez compris, un des trucs vraiment importants, et c'est d'ailleurs le nom de leur premier jeu qui est Flow, c'est ce flow justement, cette espèce de rythme. C'est très difficile à décrire quand même, flow en français, quoi, mais même par des mots, tout simplement. C'est un sentiment, une sensation de fluidité. C'est un concept, on n'a pas vraiment ce concept dans la langue française. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas un mot équivalent vraiment. En tout cas, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est souvent recherché par les développeurs, qui est une sorte d'état du joueur, c'est ça, que ce soit par la technique, c'est-à-dire les joueurs là pour le coup vont tout de suite voir de quoi on parle. Par exemple, quand vous jouez à FIFA, c'est l'exemple que je prends, il y a énormément de combinaisons de touches ou ce genre de choses. Et à un moment donné, votre cerveau les a tellement intériorisées que vous êtes dans la zone, vous êtes dans un flow. Vous ne pensez même plus en termes de touches, c'est vos mains, votre cerveau réagit comme ça. Je veux faire une frappe, hop, ça part comme ça. On est dans un flow, quoi. Et Journey, avec le peu de contrôle qu'il a, et les sensations incroyables de fluidité, etc., procurent ce sentiment-là. Et un
un des outils qu'ils utilisent, c'est la musique. Ouais, non, mais en fait, on revient un peu au feedback dont on parlait tout à l'heure. C'est que c'est une combinaison de tous les éléments entre le gameplay, la physique, le truc. Et la musique joue un rôle central, en fait. Tout le jeu, il y a une musique de Austin Wintory qui fait un boulot là, sur ce jeu incroyable. Et oui, ça nous accompagne. En plus, nos cris sont toujours dans les bonnes gammes par rapport à la musique, donc peu importe le cri qu'on fait, ça va venir épouser un peu la bande originale, ouais. Et il y a donc tous les niveaux ont leur musique propre et tout ça, et il y a certains niveaux où vraiment c'est poussé très loin, où le niveau où on glisse dans la descente du sable, typiquement il y a vraiment des moments où quand tu fais le saut, il y a une descente de violon qui vient accompagner le saut, et presque du mousing un peu, ce terme à la base cinématographique, quoi, qui est que la musique doit vraiment épouser les actions d'un film. Il reproduit un peu ça. Et c'est dur à faire en général dans le jeu, parce que dans un jeu où parce que le joueur fait un peu ce qu'il veut, exactement. Donc c'est dur de mouser un truc comme ça. Mais en fait, il y a toujours des petits points où un peu scripté par moment. Voilà, exact. Mais c'est très bien fait. En fait, la première fois que tu le fais, tu te rends pas du tout compte de ça. Et c'est une fois que tu connais les triggers, les trucs. Bon, pardon, je parle encore en charabia, mais je veux dire, tout cela est vraiment épuré. Et non, mais que dire de cette musique? Je sais même pas. Enfin, il y a pas un truc comme quoi en fait elle commence de manière très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul instrument, un violoncelle, et que petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, elle s'étoffe de tout un accompagnement d'un orchestre. Tout à fait. En plus, effectivement, il y a tout un truc où chaque élément du jeu a son instrument. Ah, d'accord. Parce que donc par exemple les petites bêtes du désert là qui volent partout, elles ont la petite flûte traversière, et à chaque fois que tu les recroises dans le jeu, même si c'est à la toute fin, tu vas réavoir leur petit thème. Le vent, il a un thème. Donc c'est vrai qu'il y a une idée d'orchestration épurée, encore une fois, donc toujours dans la même logique d'épuration. C'est vrai qu'au début du jeu, t'as pas de musique, et plus t'avances, tous les éléments viennent s'ajouter comme plus d'instruments, et ça finit vraiment en orchestre magnifique sur la fin. Je pense qu'il y a en plus une volonté vu que leur idée c'est même s'il y a on pourrait penser une ambiance un peu orientale, avec le désert, le drapé du tissu, etc. Mais il y a une volonté de raconter une histoire universelle. Oui, c'est vrai. Et je crois que Austin Wintory avait pour directive, ou en tout cas pour envie, de créer une musique qui pourrait appartenir à n'importe quelle culture. Ah, c'est intéressant, je savais pas ça. Mais c'est vrai, ce qui pourrait être décliné sur toute la direction artistique du jeu. On a beaucoup de mal, par exemple, à localiser géographiquement la provenance de notre personnage principal, ou de la culture. Tu parlais de la civilisation. Elle pourrait venir de... C'est vrai qu'il y a du grec, il y a de l'égyptien, il y a du Japon aussi. Bien sûr. C'est vrai aussi, le désert, forcément, ça fait oriental. Non, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais effectivement, c'est dur de placer... La montagne à la fin. C'est intimement lié j'imagine, à sa volonté de parler de Campbell, en fait. Parce que Campbell parle, comme d'un mythe qui fédère tout le monde. Exactement. Et donc, d'avoir une direction artistique de A à Z dédié à ce projet-là, d'une narration universelle, en fait, qui pourrait parler à n'importe quel joueur sur la planète. Je m'étais jamais fait la réflexion jusqu'à ce point-là, c'est vrai. Effectivement, ça fait partie même de la philosophie un peu du studio. Hein. À chaque fois, c'est dur de mettre un temps ou une époque. C'est vrai. Et pour ouvrir légèrement la discussion, et pour être transparent sur les coulisses de fabrication d'Entourloupe, non, mais on a choisi Journey aussi parce que, en discutant un peu des jeux, on voulait parler de jeux vidéo et des jeux qui nous touchaient et qui te tenaient à cœur. À un moment donné, dans la discussion, on s'est marré en parlant, on parlait de The Last of Us, ce jeu fort connu, grosse production, pour le coup, quadruple A de chez Sony. Et dans la discussion, tu nous disais quelque chose du style... The Last of Us, c'est la mort du jeu vidéo, quelque chose d'assez retenu, voilà, comme ça. Non, mais parce que juste pas pour introduire, je pense que beaucoup de gens connaissent The Last of Us, mais on a entre guillemets une très grosse production, comme tu dis, qui a un impact cinématographique, quoi. On vit, même si on joue beaucoup, on vit le jeu comme un film ou comme une série, quoi, très prenante. Et c'est un peu ça peut être un peu l'argument aux gens qui connaissent pas trop le jeu vidéo, dire mais regardez à quel point ça peut être
fou en termes de production et de narration. narration, un jeu vidéo. Last of Us, c'est un peu, il y en a on peut en citer des dizaines d'autres d'exemples, hein, mais Last of Us est peut-être le plus connu, l'un des plus connus, quoi, avec les jeux Rockstar. Mais pour prendre ta défense, parce que c'est intimement lié, la transition était naturelle. Bravo Stéphane sur la narration. Ce que tu entendais par là, pour faire l'avocat du diable un instant, c'est que pour toi, Last of Us déclinait une narration beaucoup trop cousine, beaucoup trop proche du cinéma. C'est ça. Et toi, ça commence à t'agacer un petit peu en tant que joueur, quoi. Je pense que pour remettre du contexte à cette phrase choc. Non, mais en vrai, je le pense vraiment. Après, c'est pas la mort du jeu vidéo, mais je pense que ça dessert, à mon avis, le jeu vidéo au sens où, quand on parle de jeu vidéo en tant qu'art, vraiment singulier, quoi, pour moi, il est art s'il utilise ses procédés à lui, qui sont propres à lui et qui peuvent pas être utilisés dans d'autres arts. Et donc, quand Last of Us utilise tous les procédés du cinéma, j'ai envie de leur dire faites un film, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc finalement, donc ils font une série et c'est très bien. Voilà, c'est peut-être ce que vous auriez dû faire depuis le début, tu vois. Non, mais après, ils font pas du mal parce qu'évidemment, ça reste des grands jeux et moi, j'ai adoré les faire et tout. Donc ça reste des bons jeux, mais ça fait pas avancer le jeu vidéo dans le bon sens entre guillemets. Là où le jeu vidéo indépendant, comme on en parlait tout à l'heure, souvent aussi par des contraintes budgétaires, c'est-à-dire faire du cinéma dans le jeu vidéo, ça coûte cher de faire des cinématiques, de développer dans ce sens-là. Donc souvent, ça va être des trucs plus minimalistes. On va exploiter des éléments de gameplay pour servir la narration, tout ça. Là, pour moi, on utilise vraiment... Enfin, là, c'est là qu'on peut... je trouve que c'est là où est le meilleur argument pour dire que le jeu vidéo est un art. C'est quand tu peux pas le faire ailleurs, quoi. Ça, cet élément de narratif... ou ce truc de gameplay, on va pas revenir à la lucidité dans Bloodborne, mais ça aurait été l'exemple parfait de genre, il y a des trucs de gameplay, c'est pas des trucs, tu peux pas raconter cette sensation-là autrement que par ce truc de gameplay-là, quoi. Il y a pas un plan ou un mouvement de caméra qui fera le même effet, et donc quand on se tape des 20 minutes de cinématique dans des jeux, j'ai envie de dire, non, là vous trichez. Vous trichez un peu. Voilà. Et c'est... encore une fois, intimement lié au feedback, au gameplay dont tu parlais tout à l'heure pour Journey. Exact. Où tu vas ressentir ça manette en main, en fait. Ça, alors, c'est moins le cas pour Journey pour le coup, mais il y a également quelque chose qui récemment, toi, t'as un peu questionné. J'en profite pour parler de ta chaîne Twitch, donc Barton Stream, n'est-ce pas ? Stream, bien sûr. Et récemment, je dis récemment par rapport à l'enregistrement de ce podcast, c'était donc le 3 octobre, je crois, si les gens veulent aller récupérer le replay, parce qu'il est disponible. Et il est disponible. Ouais. Tu as discuté de tout ça avec un YouTuber, n'est-ce pas ? YouTubeur, auteur. On peut l'élargir à... C'était quoi déjà ? C'est un être multiple. Je crois qu'il se décrivait comme curieux professionnel. Exactement, j'avais adoré ce terme, je trouvais ça génial, curieux professionnel. Ouais. On le cite, c'est Axolot, mais c'est Axolot, c'est bien ça ? C'est ça c'est sa chaîne YouTube, donc il s'appelle Patrick Beau. Je pense que les gens, il y en a qui le connaîtront déjà, hein. Il est assez connu et il a gentiment accepté de venir sur mon stream effectivement pour discuter de Stanley Parable, qui est un jeu extraordinaire aussi. Et c'était une discussion passionnante où alors vous avez abordé énormément de sujets, mais notamment cette singularité du jeu vidéo à un moment donné où après c'est évidemment vous déclinez ça sur là on aura moins le temps, mais tu parlais de cette singularité de l'interaction en fait. C'est ça. Et de ce qui selon toi, mais a priori Patrick partageait ton avis, faisait la singularité et la force de ce médium, cet art-là. Et de aussi, il y a des arts qui sont... Enfin, je peux pas dire ça, mais je pense qu'il y a des trucs... Il y a certains sujets qui sont plus intéressants de travailler via le jeu vidéo, et notamment sur des questions de libre arbitre ou de... Si tu as envie de raconter une histoire autour des choix... c'est vrai que c'est un des meilleurs médiums pour faire ça, quoi, parce que c'est un peu l'art ultime dans ce sens-là où Stanley Parable est l'exemple parfait, on va pas en parler et tout, mais je veux dire, il y a des... Comme tu donnes la liberté au joueur de faire sa propre histoire, entre guillemets, il y a des thématiques qui sont tellement bien abordées avec les outils narratifs du jeu vidéo, effectivement...
Et on en parlait avec Patrick Beau, venez voir sur la chaîne. Exactement. Et ça se prête peut-être un petit peu moins à Journey, encore que parce que, mine de rien, ce sentiment de solitude, exact. Et tu l'expérimentes dans ta chair, entre guillemets, je veux dire, sensitivement, parce que tu peux te perdre justement dans une zone évidemment prédéfinie par le jeu, que vous l'aurez compris, Max a cassé. Non, mais même voler, tu vois. Et même voler. Voler, c'est tellement pareil, ça tape à, comme tu disais, ça tape à des trucs tellement fondamentaux chez nous aussi, genre de ce besoin de liberté de voler et tout. Bah, tu peux mettre dans un film un mec qui vole pendant 1000 ans, mais quand tu la manette en main, mais c'est autre chose, quoi. Donc, il y a une identification sur d'autres points, quoi, un truc plus sensationnel, quoi, vraiment de l'ordre de la sensation. Ouais, avec d'autres outils. Tu peux. Il y a eu des séquences de vol dans des films, etc. Magnifiques qui nous procurent beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup le cinéma. Attention, je suis pas là pour. Ouais, attention. Mais ouais, en effet, c'est d'autres sensations et c'est juste de rappeler que. En tout cas, le jeu vidéo doit se poser ces questions-là à un moment donné pour... Oui, il ne faut pas qu'il devienne la sous-forme du cinéma, quoi, parce que tous les AAA actuellement, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup en tout cas, souvent se reposent sur ces acquis des procédés cinématographiques. À travers des codes, des hommages aussi, mais bon, et encore une fois, on n'est pas là pour taper dessus. Énormément de nos jeux, peut-être ce qu'on préfère le plus, c'est vrai. viennent du cinéma, empruntent au cinéma. Ces deux arcs ont toujours de toute façon communiqué. Et l'inverse existe aussi. Hein, le simple fait qu'il faut un écran pour utiliser les deux, tout de suite, de toute manière, ça va être proche. Ce sont deux cousins, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a plein de... Enfin, moi, les Rockstar, typiquement, bien sûr. Pur ciné dans le jeu vidéo, et j'adore leur jeu. C'est vrai qu'on a eu une discussion sur Red Dead Redemption 2. Alors, ça serait peut-être l'occasion d'un autre épisode, mais c'est ça qui est marrant, c'est que pour le coup, Red Dead Redemption 2 emprunte énormément au cinéma, et pourtant... Tu nous soutenais que pour toi c'était du pur JV, enfin vraiment jeu vidéo, et que c'est un grand jeu. Ouais, mais il nous faudrait plus de temps. Mais comme quoi, voilà, vous comprenez bien que le débat est beaucoup plus ample. Vrai. Cependant, si Journey nous tenait tant à cœur, c'est que peut-être que dans une certaine communauté encore de joueurs, et alors je parle même pas des non-joueurs, il peut être vu comme un jeu, allez... C'est un peu comme le film Arty, tu vois. Il existerait un peu le film d'auteur Arty que beaucoup de fans de ciné vont balayer un peu d'un revers de la main. Je trouve que c'est un peu pareil. C'est vrai. Je vais prendre mon cas comme exemple. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à y aller parce que, en gros, tu avais un peu ce truc très stupide, hein, je l'avoue. Oui, c'est le jeu d'un télo. Voilà. Non, mais vraiment. C'est vraiment le jeu d'un télo. Ils sont où les guns, quoi. C'est bon, je vais le faire, comme on dit, je vais le faire sur YouTube, je vais aller regarder sur YouTube. Non, c'est l'inverse de ça. Et on a essayé de vous le décrire là, c'est de se dire, c'est un jeu qui se fait manette en main parce que les sensations, les émotions jaillissent de ça, en fait. Et surtout, j'aimerais juste, parce qu'on l'a à peine évoqué au début, mais vraiment qu'on insiste sur un truc, c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir le jeu vidéo. Comme tu l'as dit, Max, c'est ton premier jeu, c'est, je pense aussi, comme aussi un Last of Us, etc., parce que ça aussi, ça parlera aux gens parce que c'est très proche d'un film. Mais Journée, c'est parfait pour ça, dans le sens où même vous le donnez à quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie, vous ne dites rien, ça se fait normalement tout seul. Il y a 4 boutons, déplacer, regarder, sauter et faire la note, point barre. J'allais dire, mais il y a peut-être peut-être le passage justement du ventre de la banane, le passage un petit peu plus sombre, qui est le seul passage un petit peu gamifié, enfin qui a presque plus pensé à un puzzle game. Mais de toute façon... Mais tu peux pas perdre. Enfin, je veux dire, tu peux pas... Il y a des éléments un peu de gameplay, il n'y a pas de game over, quoi. Voilà, il n'y a pas de game over. Il y a des éléments qui font penser à un jeu vidéo dans le sens, l'écharpe qui vous donne une durée de vie, on va dire, de vol. Mais il y a des petits puzzles, ce genre de choses, mais de toute façon, vous ne pouvez pas perdre. Et comme on vous l'a décrit tout à l'heure, vous allez pouvoir, si vous jouez en ligne, être aidé. Donc il se peut qu'à n'importe quel moment, des gens viennent et vous fassent comprendre comment résoudre ces petits puzzles-là. Donc en effet, tout à fait, on ne répétera jamais assez. Ça va se servir de stimuli très simples, le regard, le vent, on en parlait. Le jeu a été pensé vraiment pour ça, pour que tout le monde puisse mettre les mains dessus. Donc si on avait un message à passer,
quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience de Moi, j'ai fait jouer joueur. mes parents, des tout petits, et ça marche sur tout le monde. Et on n'a pas précisé comment trouver le jeu. Alors, on a dit qu'il était sorti à la base sur PlayStation 3. Donc, en gros, si vous avez un neveu, un fils, voilà, vous n'avez jamais joué à un jeu, vous avez un âge certain, vous voulez jouer à Journey, comment faire? Alors, vous pouvez squatter et demander soit à vos amis, soit à votre famille une PlayStation 3, une PlayStation 4, une PlayStation 5. Ouais. Le jeu est dessus, trouvable dessus. Sur le store Sur le store, etc. Vous pouvez le trouver aussi en matériel, puisqu'il y a une collection qui est sortie avec les productions de That Game Company, avec Flow et Flower, dont on vous a parlé précédemment. Et il est depuis peu de temps disponible sur l'Epic Game Store, donc sur PC également. Tout à fait. Après, il faudrait quand même pouvoir se munir d'une manette, mais idéalement, mais bon. Allez, Le Bon Coin est votre ami. Ça se trouve. Hein, ça se trouve. Franchement, demandez autour de vous si jamais ça vous tente. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Ce voyage vaut le coup. Ouais, clairement là, à faire et pas à regarder. Exactement. Exact, t'as raison de préciser ça. En petite reco, parce que ça nous a permis aussi de préparer cette émission, si jamais le sujet vous intéresse, vous voulez en savoir plus, je vous recommanderais fortement le podcast de Gamecult, le site Gamecult. Alors, Gamecult est un site payant, on va dire un magazine maintenant numérique, quoi. Mais il y a une émission formidable qui s'appelle Que reste-t-il, où ils reviennent sur des succès passés pour savoir justement ce qui reste ils ont fait The Witcher 3, ils ont fait The Last of Us. D'accord. Et ils ont fait Journey, et ils parlent pendant plus de 2 heures ou 2 heures et demie, je crois, de Journey spécifiquement. Intéressant. Donc c'est payant, mais ça vaut largement le coup de s'abonner à Gamecult. Il y a plein de podcasts formidables sur le jeu vidéo. Et également le podcast de ZQSD, qui pour le coup est en libre accès, qui a interviewé Genova Chen. Voilà. Donc incroyable. Vous pouvez trouver ça sur les internets, Stéphane. Et une dernière, pas recommandation, mais vu que j'étais dans le thème littéraire aujourd'hui, à ceux qui ont lu peut-être La Horde du Contrevent de Alain Damasio, entre la première et la deuxième fois auquel je joue à Journée, j'ai eu la chance de le lire. Ça a beaucoup fait écho dans ma tête, et j'invite ceux qui ont lu et qui veulent retenter de jouer au jeu ou de jouer au jeu. Ça va peut-être résonner, parce que L'Art du Contrevent, pour le faire en 10 secondes, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui remontent dans un monde où le vent souffle que dans un sens, et ils vont monter à pied contre le vent pour trouver l'origine du vent. D'accord. Et donc il y a tout un truc, et la fin finit dans des montagnes, etc. Donc la fin de journée m'y fait beaucoup penser, parce qu'on lutte contre le vent, alors qu'au contraire au début de journée on va avec le vent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avec le vent, et après le vent de la baleine on va aller avec lui pour à la fin se le prendre dans la gueule. Bref, le vent a une dimension particulière dans ces deux œuvres. Jusqu'à ne plus y avoir de vent du tout et voir le ciel bleu pour la première fois du jeu, on s'élève au-dessus. Voilà, donc non, mais très, très, très belle interprétation, et c'était ma seule... comment dire... ça t'a fait penser, tiens, et voilà, j'invite juste ceux d'ailleurs, ceux qui n'ont pas lu L'Art du Contrevent, je vous le conseille aussi, voilà, petit aparté. J'ai trouvé un écho entre ces deux œuvres. Très bien, c'est noté. Ah ouais, intéressant. Merci messieurs pour cette discussion. Merci beaucoup Max. De rien, merci à vous. Merci à toi. Et vous l'aurez compris, jouer à Journey, c'est formidable. Bien sûr. Dans un instant, le redoutable Back Ridley Scott. Vous allez rester combien de temps à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? Le fameux Back Ridley Scott, le redoutable Back Ridley Scott. Messieurs, j'espère que vous avez préparé des petits quiz là bien retors. Ça dit quoi ce mois-ci? Non, ça va être feutré. Ça va être sympa, familial. Format familial. Ça va être jeu de mots, hein, bien sûr. On a respecté l'intitulé. Eh bien, comme ça, c'est plié dans 30 secondes et l'émission est torchée, quoi. J'ai envie de dire honneur à l'invité, Max. Très bien. Quel est ton Back Ridley Scott, s'il te plaît? C'est un Benoît Magimel Gibson. Oh, alors je sais que Benoît Magimel, là, tu touches une corde sensible. Alors je crois qu'on l'avait, quand on cherchait un nom pour le jeu, c'était une des propositions. Il était dans le brainstorm. Voilà. Le Magimel Gibson. Avec plein d'autres, dont un qui me tient à cœur, qui est le Corinne to Zemeckis aussi. Mais voilà. Alors Magimel Gibson. Alors, bon.
Ah vache, attends. Bon, Benoît Magimel. Benoît Magimel, il a joué... Il faut trouver des liens avec le cinéma américain. Il faut traverser l'Atlantique. Écoute, et pour traverser l'Atlantique, moi j'ai peut-être un truc. Puisque... Ah mais... Attends, je crois que je l'ai... Attends, il a joué avec Dujardin, il a joué avec Cornillac, on va aller... Il a joué avec Jean Reno. Magimel, il joue dans quoi ? C'est ça, enfin, moi j'en ai... Gap, Florence Siri, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ouais, il y a du cinéma américain là-bas. Florence Siri... Ah bah c'est bon, j'ai... Merci Stéphane, parce que Benoît Magimel joue dans Need Gap, réalisé par Florent Emilio Siri. Florent Emilio Siri a réalisé Otage avec Bruce Willis. Bruce Willis joue avec Mel Gibson, je crois, dans Expendables 3. Oui, à vérifier entre les 2 et le 3, j'ai un doute, mais... Mel Gibson, il est dans le 3, de mémoire. Après, il y a peut-être un autre... Il est bien dans le 3. Est-ce qu'il y a Bruce Willis ? C'est ça la question. Je crois qu'il y a Bruce Willis. Alors, attends. Non ? Il n'y a pas Bruce Willis dans Expendables 3 ? Je crois qu'il n'est pas dans le 3. Oh, le coup dur ! Non, mais alors Bruce Willis, Mel Gibson, ça doit pouvoir se trouver quand même. Bah, de toute façon, simple, si tu trouves l'acteur d'Expendables 2 qui est dans le 3, et c'est réglé, quoi. Oui, c'est sûr. Stallone, voilà. Oui, voilà. Et puis, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un lien plus court quand même. Bon, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous l'avez. Max, est-ce que tu avais un autre lien ? Parce que tu vois, là au pire, comme dit Stéphane, on passe par Stallone et on l'a. J'ai utilisé votre méta Dave en fait. Je suis passé par le daron en fait, moi, parce que Magimel joue avec mon père dans le Dupieux. Oui, incroyable mais vrai. Oui, ben voilà. Super film. Non mais circuit court, alors on fait travailler la famille. Exactement. Voilà, donc après Monica et puis Monica Bellucci. Non et même. Attends mais ah bah oui, il y a le lien Bellucci. Parce que ça ramène à Expandables. Je sais plus comment vous l'aviez fait. Mel Gibson qui a. Ah oui, mais en plus toi t'as plus court encore. Ton père a joué dans Expandables parce que là il faut nous prévenir là. Non mais tu passes par. Attends, qu'est-ce que vous aviez fait ? C'était pour Dave et. Ah, Dolph Lundgren. Ouais. Oui, que c'était Dave dans La Cité de la Peur, donc avec ton père. Dans le Dolph Lundgren et par John Barton avec Monica Bellucci dans Mission Cléopâtre, Monica Bellucci dans La Passion du Christ, Mel Gibson. Ouais, mais ça c'était ton lien. Toi, t'étais passé par autre part. Ah oui. Et pour arriver à Dolph Lundgren. Ouais, et t'étais quand même arrivé à Expandables. Je me souviens plus par où t'étais passé. Peut-être Stallone, non ? Non, t'étais passé par La Nuit au musée, je crois. Ah, John Bernthal, peut-être. John Bernthal. Ou Ben Stiller. Ben Stiller, on a utilisé Ben Stiller. Voilà, donc j'avais ce chemin, j'avais ce chemin en tête. Bon, bah ça a marché. Et alors Bruce Willis, il ne joue pas dans le 3, peut-être. Mais comme dit Stéphane, on passe par. Oui, voilà, on met une étape de plus. Non, et c'est parti, il est pas dans le 3. Il est dans le 2. Et dédicace au bon Don, quand même, notre invité Denis de l'épisode 3, qui a trouvé, et il nous l'a mis sur Twitter, un lien plus court entre Dave et Dolph Lundgren, qui passe également par Alain Chabat, puisqu'il passe par un sketch des nuls qui s'appelle Le Pleurnicheur. Oh, c'est technique ça. Parce que, en fait, Dolph Lundgren a joué donc The Punisher, la première adaptation du héros de Marvel, et il a fait un sketch avec les nuls, The Pleurnicheur, quoi. Et donc il passe par là, il dit bah voilà, moi mais on connaissait pas du tout, il nous l'a reposté, il fait bah voilà, Dolph Lundgren, La Cité de la Peur, tu l'as encore plus c'est court. marrant parce que maintenant il est pote avec le nouveau Punisher aussi, mon père, hein, parce qu'il est très pote avec John Bernthal, ouais. D'accord. Exactement. Incroyable. Il y a un lien avec Punisher et c'est ouf, on l'attend dans le prochain, c'est la prochaine adaptation. Bah GG en tout cas pour ce Magimel Gibson quoi, qui était ma foi bien retort. Qui peut être un nom alternatif au jeu. Ouais, exactement. Je trouvais pas mal. Il est pas mal. Je t'en prie. Ouais, c'est parti, Stéphane. Bon, tu vas être tout seul, hein, mon cher Antoine. Tu vas voir. Non, tu vas voir. Non, mais je suis sûr que tu vas performer, mec. Antoine, il faut me relier deux Jean-Jacques, à savoir Jean-Jacques Hano à Jean-Jacques Abrams, parce que. Jean-Jacques Abrams ? Bah oui, J.J. Abrams, mais. Pour moi, je connais pas ses prénoms, donc j'ai décidé d'accord. Il a perdu la chaîne. Qui est cette personne ? Ou alors J.J. Abrams à J.J. Hano, si vous voulez, quoi. Mais, ah oui, donc vous faites des réals aussi, quoi, du coup. On s'en bat les couilles. Oui, mais c'est la grande famille cinéma, Anthony. Mais donc tu passes par des acteurs. Des réals, je crois. Ouais, parce que là, c'est deux réals. Donc il faut trouver des acteurs en commun, machin, c'est ça l'idée. Bah oui. C'est plus facile avec les réals. Chiqui Cario, ouais, je jouais dans l'ours. Ah bah, Chiqui Cario, il faudra vraiment qu'on l'invite un jour, parce que je crois pareil, on l'a mentionné dans chaque. Non, on l'a pas fait. On s'est pas jamais utilisé. On s'est pas servi de lui, mais c'est une très bonne. Bon, après Chiqui Cario chez J.J. Abrams, je crois pas. Attends, Abrams, il y a Mission Impossible 3. C'est facile. Tu vas penser un moment. Il y a Star Trek. Et il y a un Star Wars au moins, voire deux. Il y en a deux. Il y a deux. Il y a 2 Star Wars. 7 et 9. Il y a Super 8, mais il n'y a pas grand monde dedans. C'est vrai.
Il n'y a pas grand monde dans Mission... Moi, je dirais Mission Impossible 3, mais je sais pas pourquoi. Moi, la Mission Impossible, j'ai pas la ref. Hein, donc, Il a réalisé le 3, J.J. Abrams. Est-ce que... Ah, attends. Jean-Jacques Hano, il a tourné avec Sean Connery. Donc Sean Connery, J.J. Abrams, via un acteur. Ouais, attends. Tu vois, il y a peut-être un truc à faire. Sean Connery. Est-ce que Sean Connery a tourné avec Tom Cruise? Parce que c'est qui, en gros, le plus gros acteur avec qui est tourné J.J. Abrams? Je pense que c'est Tom Cruise, quand même. Je prédis les réactions qui va se produire dans une quinzaine de secondes. Je regarde, je vois le futur. De quoi tu vois le lien, là, Tom Cruise, Sean Connery? Non. Mais il y a Harrison Ford aussi, dans Star Wars. Ah! Puisqu'il fait son revival. Harrison Ford, il aurait joué dans... Non, il a pas joué chez... Ah, bah non, mais il a joué avec Sean Connery. Oui. Dans Indiana Jones. Ah oui, père et fils, mais bien sûr. Donc on part d'Harrison Ford dans Star Wars 7. Exact. Qui joue avec Sean Connery dans Indiana Jones 3, donc la dernière croisade. Sean Connery a joué chez Jean-Jacques Hano. Dans Le Nom de la Rose. Dans Le Nom de la Rose, oui, que sûr. Tu as chroniqué dans le tout premier épisode. Dans la Zimut. Pas mal, c'était assez rapide en plus. Bravo, parce que c'est le même lien que toi. C'est exactement le même chemin que j'avais. Bravo, surtout c'était pour ma vanne pourrie des J.J. Hano. C'est bien, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Et ben Jean-Jacques Abrams. Attends, on sait pas, il met pas son. Bon, on s'imagine que si tu vas sur Wikipédia, on connaît ses deux prénoms. Donc mince, ce sera Jean-Jacques. Voilà. Ouais, Jean-Jacques, ça me va. Hein. Jean-Jacques Abrams. Il y a une tête de Jean-Jacques. C'est marrant que tu aies mentionné Harrison Ford parce qu'il est dans mon bac Ridley Scott. Ah. Je vais vous demander, et c'est une dédicace à monsieur Stéphane qui est juste ici, parce que je sais qu'il c'est un passionné d'automobile. Est-ce que tu peux relier Harrison Ford et Renault? C'est pas mal. C'est pas mal. Attends, Renault. Alors, moi, je connais pas ça. Faut sortir de Renault d'abord. Donc Renault, il a fait. Alors le seul truc qui me vient. Si vous avez Renault, parce qu'il est connu pour un gros rôle, on va dire, un gros film. Je l'ai pas. Alors moi, je pense à un truc qui s'appelle L'Homme du Train. C'est avec Johnny Hallyday, ça? Oui. Il y a Renault dedans? Il y a Renault, il y a même pas. Il y a Dutronc, je crois. Je dis pas de bêtises. Non, le Rochefort. L'Homme du Train, c'est un film de Patrice Lecomte, je crois, avec il y a Jean Rochefort et il y a Johnny dedans, Johnny Hallyday. Écoute, s'il y a Renault dedans, je te fais confiance. Moi, c'est pas le film que j'avais, mais peut-être que vous l'avez pas. À vérifier. Mais alors Renault, tu parles d'un gros truc. On peut pas vérifier là en direct. On est obligé de faire le chemin d'abord. Non. Mais attends. Après, c'est ce gros film-là, disons. Il y a un autre gros film avec Renault. Moi, est-ce que Patrick Hernandez a joué dans un film parce que Patrick Hernandez est dans un dernier clip un des derniers clips de Renault. On peut passer par des clips aussi. Parce que tu veux, mec, le cinéma, c'est une grande famille. Série. Non, mais j'ai du mal à sortir de Renault, c'est juste ça en fait. Harrison Ford. Renault, ça vous dit rien? Un gros film dans les années 90, je dirais, qui est l'adaptation d'un classique de la littérature française. Genre vraiment un gros truc. Je vous aide de Claude Années 90 Ouais. Fin 80, début 90, je dirais. Germinal. De Claude Berry. Ouais. Germinal. Il joue dans Germinal. Ah, d'accord, ok. C'est le rôle principal de Germinal, je crois. Et dans Germinal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Depardieu. La méta se met en place. Depardieu, le King. Depargod. Le Depargod. Mais Depardieu, il peut nous emmener aux États-Unis. Ah oui, tranquille. Là, moi, je vous laisse travailler maintenant. Depardieu et Harrison Ford, on a dit. Depardieu a tourné. Depardieu de Niro, non? Ça existe, ça? Non, ils étaient pas. Peut-être. Ils sont potes, mais ils n'ont pas tourné ensemble. À Cannes, on les voit ensemble. Mais Depardieu a tourné pour Ridley Scott. Ça, c'était une des métas qu'on s'est servi. Et bah voilà. Ah ouais. Dans 1492, l'histoire sur Christophe Colomb, c'est de Ridley Scott. Et bah alors. Et on peut passer par notre domaine là, du coup. Mais attends, on l'a direct. Alors attends. Bah oui, vous l'avez là. Ridley Scott. Ridley Scott, Harrison Ford, les mecs. Ça, je ne couperai pas au montage. Ah bah oui, non mais je suis con, putain. Mais oui, bien sûr. Non, je déconne. Bien sûr. Mais en plus, moi, c'est ce que j'allais faire. J'allais rajouter une étape. Par Denis Villeneuve. Non, j'allais dire. Ah mais oui, je suis un ouf, putain. Tu pensais t'en avais un autre en tête? Ah non, j'étais même pas dessus. Mais c'est bon, tu l'as là. Moi, en fait, j'allais rajouter Evangelis qui a composé la musique de Christophe Colomb et de Blade Runner. Mais en fait, il faut. En fait, allons à Blade Runner tout de suite. Il y a quand même Ridley Scott. Donc voilà. Bien sûr. Donc attends, on refait. Ouais. Donc Renault, Germinal avec Depardieu qui nous emmène
Ridley Scott. À travers l'Atlantique. Et ça, je savais pas qu'il avait fait. 1492. Super morceau de la bande originale de Vangelis, incroyable. D'accord. Donc il a joué chez Ridley Scott. Et Ridley Scott a fait Blade Runner. Assez court. Comme Vroom Vroom, vous avez réussi à relier Renault et... T'avais la même du coup ? Oui, moi c'était celle. C'est pas mal le Ford Renault. Ford Renault, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Il y a des perspectives pour les bacs Ridley Scott prochains. N'hésitez pas à nous les envoyer, vos bacs Ridley Scott. Ah oui, ça peut j'ai un être bien, pote là, ça y est, il connaissait pas le podcast et avant même le podcast, je lui ai pitché via le bac Ridley Scott et il m'envoie des bacs Ridley Scott. Ça c'est bien. Il faut les envoyer, des jeux de mots. Mais tu sais, faut le faire en mode. Faudrait que vous fassiez un épisode spécial où c'est que du concours de. Ah mais grave chaud. Et tu sais que c'est comme dans des chiffres et des lettres, quoi. C'est celui qui a le chemin le plus court vers l'addition là, tu sais. Et genre ça marque des points, ça vous faites un tableau pas un et truc tout. Pour Twitch là. Il se passe quelque chose. Mais oui, en vrai. En vrai. Oui, c'est pas mal ça. Avec des bots et tout. C'est parti. Moi, j'ai toujours envie de proposer le bac Ridley Scott ultime qu'on ne trouve pas. Et après, il faut qu'il y ait. Bon, bien sûr, tu mets un putain d'historien du cinéma. Mais tu sais, genre le truc extrême, genre. Genre les Frères Lumière et. Exactement, j'allais dire Frères Lumière ou Georges Méliès jusqu'à Norman, quoi. Enfin, tu vois, le truc. Tu pourrais aussi faire une méta random. Tu mets genre, tu mets dans 2 programmes des noms de genre tout le cinéma et tu fais générer 2 noms aléatoires et il faut les relier, quoi. C'est vrai. Après, c'est peut-être limite plus simple. Oui, c'est vrai. Coup, parce que parfois, tu pourrais avoir c'est même sorti à la mode là, du Sutom, etc. Oui. Un truc qui s'appelle Hollywoodle. Il y a des jeux, c'est quotidien. Ouais, quotidien. Et vu qu'en plus, ça reste beaucoup dans le cinéma international, c'est assez facile, je trouve, quoi. Nous, notre famille est plus grande, tu vois. Bien sûr. Essaye tant historiquement que géographiquement de briser les barrières de l'amitié pour faire une grande famille. Avant tout basé sur l'amour et la tendresse. Et puis je pense qu'il devrait y avoir des modes de jeu à hardcore où t'as pas le droit d'utiliser les réals, ni les clips, ni quoi que ce soit quand même. Il faut une méta extrême quand même. Ou des compositeurs en passant que par des compositeurs. Enfin, genre, tu restes dans un T'es obligé de prendre une seule. Si tu t'engages, limite pour le premier, tu fais ce que tu veux. Genre, mais après, ok, je vais passer par des musiciens pour celle-là. Après, tu peux plus bouger. Là, c'est musicien obligatoire. C'est ça. Non, mais il y a un concept, on va le breveter et on revient vers vous bientôt sur les réseaux sociaux. En ne passant que par le chef costumier. Oui, c'est ça. Ah merde, ça va être dur. Le chef régisseur. Révisez bien, bientôt on arrive. Wikipédia va être poncé. Messieurs, merci beaucoup. C'est une belle journée. Hein. Merci à vous. Max, merci infiniment de ta présence. Merci de l'invitation, messieurs. C'était des émotions. Merci beaucoup, merci Stéphane. Et jouez aux jeux vidéo. Jouez aux jeux vidéo, regardez des films, lisez plein de trucs, écoutez de la musique de Bond et joyeux Noël. Joyeux, bien sûr, joyeuses fêtes à tous. Et oui, le prochain épisode, nous serons l'année prochaine finalement. Et profitez, très belle fête à toutes et à tous. Merci encore pour... les retours que vous nous avez fait ces dernières semaines, ça nous encourage énormément. Et n'hésitez pas, vous connaissez maintenant les bails, il faut cliquer, liker, partager. Tu nous disais quoi je reprenais Calf de Damso, qui aime like follow. Bien sûr, exactement. Qui aime like follow. Donc, après là, on est en décembre. Techniquement. Ouais. Donc vous avez déjà explosé là entre temps. Là tu penses tu peux remercier les milliers de nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints. On a cassé la méta Apple Podcast. Et merci pour le top bien sûr d'Apple Music. Exactement. Là il faut y aller, il faut tout casser les gars. Donc là les commentaires, les notes, tout ce que vous voulez, les réseaux divers et variés. Et merci infiniment. Vie à Entourloupe. Merci très cher Max et puis très bonne fête encore une fois et à bientôt peut-être toutes et à tous. Mais oui, on espère. On espère. Malgré la distance là, ça va être une nouvelle étape pour Entourloupe et on lâche pas l'affaire. Voilà. On lâche pas l'affaire. Sur les appuis, le collectif. Exactement. Exactement. Très bonne fête, merci beaucoup. À très vite.